very right to be human is denied every day to hundreds of millions of people. Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal. Nous sommes les gardiens d'une conscience. La lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix. We've got some difficult days ahead, but it really doesn't matter with me now because I've been to the mountaintop. Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. Bonjour à tous et à toutes. Donc ravi de se retrouver pour cet avant-dernier jour de la masterclass Global Actors for Peace, Beyond the West and the Rest. Aujourd'hui, nous allons avoir un cas d'étude, un cas pratique qui intéresse beaucoup la France et les Français, du moins je l'espère, qui est le Sahel. On va parler un petit peu de la situation au Sahel, de la paix au Sahel. Alors, c'est une question qui est revenue un peu dans l'actualité avec la victoire des talibans, donc pas du tout sur le même territoire, mais la victoire des talibans a ouvert de nouveaux débats sur la présence de la France au Sahel et exporté aussi dans cette région les débats sur l'interventionnisme, les échecs de l'interventionnisme, du state building, nation building, etc., etc. Alors, je me permets de prendre un petit peu la parole au début pour vous présenter nos intervenants, mais également pour vous donner un contexte très, très général de la situation au Sahel. Et je ne suis pas spécialiste, alors ils me reprendront peut-être, mais en quelque sorte, en ce moment au Sahel, on a des blocages politiques qui persistent. Pire que cela, on a une violence qui tend à s'étendre dans la région. Et les violences sont attribuées aux actions de groupes armés, mais aussi de tensions entre communautés sur base de rivalités historiques, de disputes autour de ressources naturelles, et également sur fond d'absence de l'État et de prolifération des armes légères petit calibre. Et on observe une aggravation de la violence dans la région, des attaques aussi qui touchent des populations qui sont dans différents groupes. On a beaucoup de groupes armés dans la zone. Et ces groupes, en gros, se divisent, si je puis dire, entre deux affiliations, l'Al-Qaïda et le HID. Donc, vous avez des groupes qui sont affiliés à Al-Qaïda, comme le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le GSIM, et les groupes qui sont affiliés à l'EI, l'ISWAP par exemple, ou l'État islamique au Grand Sahel. Alors, la France est présente dans le cadre de l'opération Serval, puis Barkhane depuis 2013, mais a annoncé l'amorce d'une évolution de Barkhane et une réduction de la présence française. Alors, en plus de ces développements nationaux, on constate la multiplication de conflits dits locaux qui opposent des communautés, éleveurs, agriculteurs, sur fond d'instrumentalisation aussi par des groupes armés. Et bref, le Sahel va mal et la France présente sur place depuis plus de 8 ans, paraît en bien mauvaise posture. Alors, pour nous éclairer aujourd'hui, nous accueillons 3 intervenants. Je suis ravie, j'ai beaucoup d'estime pour eux. Je suis ravie de pouvoir les retrouver ici aujourd'hui, qui sont Niagalé Bagayoko. Alors, je crois que Niagalé a quelques petits soucis de son. Ne panique pas, Niagalé. On va y arriver et je vais passer la parole aux collègues avant. On a toujours ce type de problème, ne t'inquiète pas. Donc, Niagalé qui est chercheur, spécialiste des systèmes de sécurité. Et président de l'African Security Network, donc une organisation panafricaine qui rassemble des spécialistes de la réforme des systèmes de sécurité. Et je crois que le son marche, Niagalé. J'ai entendu du bruit. On reçoit également Dugukolo Alpha Oumarba Konaré, qui nous fait l'honneur d'être là parce qu'il est à Washington, il est 4 heures du mat. Donc, merci beaucoup d'être là. Et donc, il est psychologue clinicien, il participe au programme Sahélien-Sahélienne 2040 de l'Agence française de développement. Et merci également à Daouda Diallo, mais je pense que le décalage horaire est moins important, qui est responsable et porte-parole du collectif pour l'impunité et la stigmatisation des communautés, le CISC, d'être avec nous également. Merci à tous les 3 d'être ici. Alors, je vous propose
Là, vous avez compris, on n'est pas qu'avec des conférenciers universitaires, on a diversifié, on a des gens de la société civile et c'est important d'avoir aussi leur point de vue. Donc, on n'a pas demandé à faire des grandes conférences, je veux dire 1h30 ou de présenter un papier ou quelque chose. On va essayer de faire quelque chose de plus dynamique, plutôt une discussion. Donc, on va diviser en 2 temps, 1 heure d'échange avec les intervenants, 1 heure ensuite de débat avec la salle. Et dans cette première heure, j'ai posé en avance 3 grandes thématiques, 3 grandes questions à nos intervenants. Déjà sur la situation actuelle, de nous expliquer un peu la situation actuelle. Moi, je n'ai fait qu'un rapide panorama très général. Et ensuite, de leur demander également pourquoi il y a eu un échec de la pacification au Sahel et puis est-ce qu'ils voient aussi des perspectives de pacification, des initiatives qui fonctionnent. Alors, peut-être première question à tous les 3. Alors déjà, Niagalé, si ça fonctionne, mais je crois que ça a l'air de fonctionner. Tu as dû avoir un coup de chaud. Niagalé, est-ce que tu peux peut-être nous donner un petit une vue, un panorama un peu de tous les acteurs extérieurs qui interviennent aujourd'hui au Sahel? On sait qu'il y a la France, j'en ai parlé, mais il y a l'Europe, il y a des pays voisins, etc. Est-ce que tu peux nous donner déjà une vue là-dessus? Merci. Alors, ce qui est important, c'est en effet de connaître à la fois la multiplicité des acteurs qui interviennent, mais aussi de comprendre la complexité des mécanismes qui sont mis en place pour tenter de coordonner leurs différentes interventions. Ça, c'est vraiment un point qui me paraît absolument essentiel. Donc, par ordre d'intervention chronologique, puisque je pense que c'est le meilleur critère pour ne pas hiérarchiser les uns par rapport aux autres. Il y a 2 types d'acteurs qui ont été tout d'abord mobilisés pour faire face à la crise déclenchée au nord du Mali à compter de 2012. Les premiers, contrairement à ce qu'on pense souvent, ont été les acteurs multilatéraux africains. Et notamment la CEDEAO qui a fait un plan d'intervention initialement dans le cadre de son mécanisme institué, c'est-à-dire sa FAC, sa force d'intervention en attente, qui elle-même fait partie du dispositif continental de paix et de sécurité qu'on appelle, selon l'acronyme anglais, l'APSA, qui est l'architecture africaine de paix et de sécurité. Mais ces efforts de la CEDEAO, notamment pour déployer une force d'intervention sur le terrain, ont été extrêmement lents et ont été notamment retardés au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Parce que ce qui est très important de comprendre quand on regarde la crise sahélienne, c'est que pour tenter de l'appréhender dans sa globalité, il faut à la fois se pencher sur des attaques ou des conflits entre des communautés de pasteurs et d'agriculteurs, mais suivre aussi ce qui se passe au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies ou au niveau des états-majors des États partenaires. Donc, cette tentative de la CEDEAO n'a pas été couronnée de succès et c'est pour cette raison que face à la progression de groupes extrémistes islamistes violents, alliés à des groupes indépendantistes, que le Mali, qui était alors en période de transition politique, puisqu'un coup d'État était intervenu en mars 2002, a fait appel à la France pour stopper la progression de cette coalition rebelle et djihadiste qui avait pris le contrôle de certaines villes du Nord. Et c'est là que la France a déployé son opération dite Serval, dont le périmètre était limité au territoire malien. Cette intervention est généralement considérée comme un succès puisqu'elle réussit à atteindre les objectifs fixés, notamment de récupération des villes assiégées du Nord. Et c'est dans la foulée de cette intervention que
des forces africaines ont été déployées, mais pas dans le cadre de la CEDEAO, ni dans le cadre de l'Union africaine qui, entre-temps, avait créé un nouveau concept d'intervention qui s'appelait la CARIC, une force de réaction rapide que l'Union africaine n'a jamais réussi à mettre en place non plus. Et donc, on est arrivé à un contournement pour pouvoir déployer ces forces africaines du dispositif prévu parce qu'il a été entendu que le Tchad ferait partie des forces déployées. Or, le Tchad, comme vous le savez peut-être, n'appartient pas à la CEDEAO, c'est-à-dire à la communauté sous-régionale ouest africaine, mais appartient à la communauté d'Afrique centrale, la CEAC. Donc, un mécanisme assez original, une mission assez originale qui s'est appelée la MISMA, la mission d'intervention sous conduite africaine, a déployé à la fois des effectifs de la CEDEAO et des troupes tchadiennes pour intervenir au Mali. Et cet élément est important parce qu'on l'oublie très souvent, on dit toujours les seuls intervenants c'était les Français. Non, il y avait également ces forces africaines et lorsque l'intervention Serval a pris fin, que des élections ont été organisées très très rapidement, peut-être trop rapidement, on s'est aperçu que ces forces n'avaient pas les capacités de soutien logistique et en équipement, notamment pour rester présents dans le cadre établi, donc celui de la MISMA, dans la durée. Et donc, il a été notamment décidé de les redéployer dans le cadre de la MINUSMA, donc la force des Nations Unies déployée au Mali depuis maintenant, depuis 2013 également. Et la plupart de ces effectifs sont toujours constitutifs de manière majoritaire de la MINUSMA. C'est très important de s'en rendre compte, même si au fil du temps, elle a également intégré des contingents d'autres pays, notamment d'Allemagne, de pays européens. Mais les Africains restent majoritaires au sol. Et il y a toujours un contingent tchadien au sein de la MINUSMA. Je suis désolée, je suis un petit peu longue, mais je pense que c'est important de brosser de manière détaillée ce tableau pour en saisir la complexité et pour rendre justice à l'ensemble des contributions. Donc la MINUSMA a été déployée avec notamment un mandat de protection des populations civiles et il est très important de le préciser. Je ne sais pas quel est le degré de familiarité de notre public avec les opérations de paix des Nations Unies. Je précise qu'on dit maintenant opération de paix et non plus opération de maintien de la paix, des opérations de paix puisqu'il y a une réforme entre-temps au niveau de l'ONU. L'ONU ne peut absolument pas mener d'opérations antiterroristes ou de lutte contre le terrorisme. Donc, la MINUSMA, la force de l'ONU, n'a absolument pas pour mandat de combattre les groupes armés. Elle avait notamment pour mandat d'accompagner la mise en place des nouvelles autorités élues, etc., et de contribuer aux efforts de paix. Parallèlement, la France a décidé de mettre fin à l'opération Serval pour lui substituer un autre dispositif beaucoup plus large qui est l'opération Barkhane qui elle-même non seulement poursuit un certain nombre des objectifs qui étaient fixés à l'opération Serval, à savoir la lutte contre les groupes qualifiés de terroristes, mais cette opération a également, d'un point de vue institutionnel français, eu pour effet l'absorption d'un dispositif prépositionné, non permanent, mais qui avait quand même quelques décennies, qui était l'opération Épervier située au Tchad. Et donc, il a été décidé que cette nouvelle opération Barkhane aurait pour périmètre d'intervention 5 pays, à savoir la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Et l'état-major de la force a été installé à N'Djamena, avec cependant une aire d'intervention localisée, je ne sais pas si on voit ma souris.
on voit que la tienne, voilà. Donc, si tu peux mettre sur la zone des 3 frontières, notamment, enfin, qui est très localisée sur la partie qu'on appelle le Sahel central, bien que la base de commandement ait été installée au Tchad. Dans ce cadre-là, une fois que l'opération Barkhane a été déployée, il faut avoir conscience que des efforts diplomatiques se sont poursuivis pour tenter de parvenir à un accord avec ceux des groupes armés qui étaient dans une disposition favorable à l'engagement de pourparlers. Alors, si je fais cette distinction, c'est que, de manière très rapide, puisque d'autres vont en parler mieux que moi, mais il faut savoir que la coalition dont je parlais entre des groupes rebelles dont les revendications étaient de nature indépendantiste, des groupes rebelles Touareg, qui avaient choisi de s'allier avec des groupes djihadistes, cette alliance a très vite failli et les groupes djihadistes se sont retournés contre les groupes rebelles. Et ce sont ces groupes rebelles qui sont rentrés dans plusieurs processus de discussion. D'abord, des discussions politiques menées dans le cadre de la CEDEAO, notamment sous l'impulsion du président du Burkina Faso de l'époque, Blaise Compaoré, dans le cadre du processus qui s'appelle le processus de Ouagadougou. Cependant, une insurrection populaire est intervenue au Burkina Faso qui a abouti au renversement de Blaise Compaoré, la mise en place d'une transition et donc ces efforts de paix engagés sous l'égide de la CEDEAO ont été remplacés par d'autres, impulsés par l'Algérie, qui est un acteur dont le rôle est extrêmement important, mais en même temps assez difficile à saisir parce que discret. Mais en tout cas, des pourparlers ont été menés dans le cadre de ce qu'on appelle le processus d'Alger, sous l'égide notamment dans les acteurs multilatéraux des Nations Unies, qui ont abouti à l'accord pour la paix et la réconciliation pour le Mali, signé en mai et en juin 2015, et je vais vous expliquer pourquoi il est important de préciser ces 2 dates, parce que 2 types de groupes ont choisi de ratifier cet accord en se regroupant dans des coalitions dont les prétentions ne sont pas les mêmes. La première de ces coalitions est celle que l'on appelle de la plateforme, qui est constituée de groupes Touareg considérés comme proches des autorités centrales de Bamako, c'est-à-dire qui s'inscrivent dans une dynamique favorable au maintien de l'unité du pays. L'autre regroupement de mouvements rebelles est la dite CMA, Coalition Montagne Azawad, et regroupe en revanche des mouvements qui se considèrent comme étant en rupture avec les options poursuivies par le gouvernement de Bamako. Et élément important, ces groupes de la CMA sont organisés majoritairement autour de lignes communautaires qui reproduisent les mécanismes de gouvernance de type traditionnel, et notamment dans la région de Kidal, là qu'on voit, ce qui peut juste montrer Sonia, autour de ce qu'on appelle l'aménocale, c'est-à-dire l'autorité aristocratique noble de la région. Donc bon, les groupes de la plateforme ont ratifié l'accord en mai 2015 et ceux de la CMA seulement en juin 2015. Donc l'une des missions de la MINUSMA
a depuis lors, donc depuis 2015, été de favoriser, d'accompagner l'application de ces accords issus du processus d'Alger. C'est la principale mission de la MINUSMA. Mais entre-temps, l'insécurité qui était au départ originaire du Nord et en dépit de l'intervention internationale de la France et des Nations Unies, l'insécurité s'est étendue au centre du Mali, où de nouveaux groupes, surtout djihadistes cette fois, sont apparus, face auxquels ont également émergé des milices d'autodéfense, et des milices et des groupes d'autodéfense. Mais donc, les civils sont devenus des cibles particulièrement fragiles, et donc le mandat de la MINUSMA consiste également à assurer la protection des civils dans le centre. J'ajoute que dans ce dispositif, au-delà de l'intervention visant soit à lutter contre les groupes djihadistes, soit à protéger les civils, il a été décidé d'engager une réforme très profonde des forces armées maliennes, c'est-à-dire de défense et de sécurité maliennes, qui fait également partie à la fois des missions de l'opération Barkhane et des missions de la MINUSMA. Et dans cette entreprise, les deux acteurs s'appuient sur un autre partenaire qui est l'Union européenne, qui a mis en place une mission qui s'appelle IUTM de formation et de formation militaire et de restructuration d'une part, et d'autre part la mission ECAP qui est elle centrée sur la réforme des forces de police et de gendarmerie, qui avait déjà vu le jour au Niger de manière anticipée, a été également étendue au Mali. Donc, on a deux missions ECAP Sahel. On a ECAP Sahel Niger et ECAP Sahel Mali. Dans ce contexte également, les États de la région ont décidé, à l'initiative de la Mauritanie, avec un appui particulièrement résolu de la France, de créer une nouvelle entité multilatérale, ex nihilo. Il faut savoir qu'il y avait à l'origine un projet visant à s'appuyer sur une organisation d'ores et déjà existante qui s'appelle l'Autorité intégrée de développement du Liptako-Gourma, qui lie le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Mais la Mauritanie, qui elle-même avait choisi de quitter la CEDEAO en 2000, avec l'espoir de se réaffirmer sur la scène multilatérale africaine à travers l'Union pour le Maghreb arabe, et ayant échoué en raison du conflit qui oppose le Maroc et l'Algérie à propos du Sahara occidental, a décidé qu'il fallait créer donc cette nouvelle organisation qu'on a appelée le G5 Sahel. Et le G5 Sahel, contrairement à ce qu'on dit souvent, ce n'est pas une force. Le G5 Sahel, c'est vraiment une organisation multilatérale dont les objectifs sont à la fois de favoriser le développement et de promouvoir la sécurité. Et ce n'est qu'en 2017 qu'une force conjointe des pays du G5 Sahel a été mise sur pied, avec 3 fuseaux distingués d'intervention que sont le fuseau Est entre le Niger et le Tchad, le fuseau central Mali, Niger, Burkina Faso et le fuseau Ouest Mauritanie. Et l'ensemble des interventions de la force conjointe du G5 Sahel s'est focalisé sur le fuseau centre. Donc voilà, je pense avoir présenté l'ensemble des acteurs. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on voit que ce dispositif très complexe est encore plus complexe, comme je le disais en introduction, parce que des mécanismes de coordination ont peu à peu été mis en place qui, à mon sens, ont créé un dispositif extrêmement lourd d'un point de vue budgétaire, d'un point de vue administratif et d'un point de vue bureaucratique au sens scientifique du terme. Et
avec notamment la création de ce qu'on appelle la Coalition internationale pour le Sahel, qui a été mise en place à la suite du sommet de Pau en 2020, sommet de Pau entre la France et les États membres du G5 Sahel, qui a pour vocation d'intégrer à la fois et de coordonner l'action de tous les intervenants dont je viens de parler, mais aussi de coordonner l'intervention de ceux-ci avec celle des acteurs de développement, et notamment avec ce qu'on appelle l'Alliance pour le Sahel, qui est une structure créée à l'initiative de la France et de l'Allemagne, et qui a pour objectif de mobiliser de manière plus structurée et coordonnée déjà l'ensemble des programmes de développement européen. Un secrétariat vient d'être créé et installé à Bruxelles pour assurer le fonctionnement de cette coalition internationale pour le Sahel. J'ajouterai qu'à ce dispositif a été ajouté à la suite du G7 de 2018, une nouvelle structure également qui a pour objectif de travailler sur le renforcement des forces de sécurité, c'est-à-dire de police et de gendarmerie elles-mêmes, qui fait également partie de ce que je pense on peut considérer comme un monstre institutionnel qui est en charge aujourd'hui de gérer l'ensemble de ces instruments. Voilà. Merci Niagalo, c'était une sacrée gageure quand même de nous présenter l'historique de tous ces acteurs extérieurs dans le Sahel, et je pense que ça va déjà, on va pas y répondre maintenant, mais ça va déjà ouvrir des questions côté de l'audience et des étudiants sur la coordination aussi de tous ces acteurs. Alors peut-être que, donc on a parlé de ces acteurs extérieurs, mais aussi des acteurs quand même internes, peut-être que Dougou Kolo, tu pourrais nous dresser un petit peu le panorama des acteurs, des groupes dits terroristes, comme disait aussi Niagalé juste avant, dans la région. En fait, tous ces acteurs dont elle vient de nous parler, ils combattent qui et quoi? Ok, merci de me donner la parole. Bon, c'est vrai que passer après Niagalé qui a fait tout ce portrait général de la zone, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Moi, je vais essayer de parler un peu de ces groupes armés, des liens éventuels avec les populations sur le terrain. Et puis, j'aimerais quand même pas mal parler de l'esprit de la paix dans ces endroits-là pour essayer de revenir vraiment sur ce mot-clé. Pour reprendre un peu les choses de manière historique, comme Niagalé l'a dit tout à l'heure, on a eu l'apparition au début de ces groupes armés qui se revendiquaient Touareg, de la rébellion Touareg, qui avaient des prétentions irrédentistes, avec l'idée que l'État avait commis des violations de droits humains, l'État n'a pas eu de programme de développement intégré comme il fallait dans le nord du pays. Et finalement, ce sont les mêmes complaintes qu'on attend aujourd'hui. Donc, c'est assez curieux que 10 ans après, on soit encore au même niveau, mais de populations qui sont différentes quand même. Et donc, lorsque les armes ont été prises, c'était après que l'État ait fait vraiment l'État est cassé sur les activistes. En fin 2011, on parlait encore de MNA, de Mouvement National de l'Azawad. Donc, c'était pas un mouvement armé à ce moment-là. En tout cas, c'était pas un mouvement qui, de manière visible, était armé. Et donc, lorsque ce MNA est apparu, qu'il y a eu des manifestations, l'État a arrêté certains de ces protestants, de ces protestateurs, et juste après, il y a eu une forme de radicalisation. On est juste quelques mois après la chute de Kadhafi, donc on est quelques mois après le début de la circulation des armes dans la zone. Et de manière très opportuniste, le MNA, devenu Mouvement National de Libération de l'Azawad, MNLA, a décidé donc de combattre à côté de Ansardine qui était aussi dirigé par un chef Touareg, Iyad Agrali. Et donc, ces deux mouvements ont opéré ensemble. Il y a eu des déclarations conjointes, même si après, c'est quelque chose qui a été nié par les mouvements Touareg lorsqu'ils ont signé les accords de paix. On se souvient, par exemple, des attaques nombreuses dans l'actuelle région de Ménaka au Mali, dans Aguelok, où des dizaines de soldats maliens ont été tués. Et il y a eu cette déclaration pour dire « Nous avons vaincu l'armée malienne, voici ce qu'il y a eu comme butin, voici ce qu'il y a eu comme nombre de morts. » Et donc ça, c'est quelque chose qui reste vraiment dans les pensées. Je pense que ça a créé un précédent traumatique véritable pour les populations non touareg de la zone. Et je pense que pour les populations civiles touareg qui n'ont pas demandé à être représentées par ces groupes armés aussi, c'est quelque chose qui a été très problématique parce qu'elles se sont retrouvées tirées dans une guerre qui n'était pas la leur et dans une guerre où finalement leur nom apparaissait
ça a été approprié par des groupes et ça crée un sentiment de rejet de la part des autres communautés au Mali, notamment avec des attaques sur des propriétés, des biens de Touareg au sud du pays, à Bamako, mais même dans des endroits comme Kay où il n'y a pas vraiment de population Touareg à proprement parler. Et donc, suite à ça, on a vraiment basculé dans la guerre, beaucoup de déplacés internes, beaucoup de réfugiés, des gens qui sont partis. Donc ça a créé une vraie catastrophe humanitaire. Et après, on a vu apparaître le Moujao, donc le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, qui lui est apparu d'une manière très, très rapide. Je me souviens encore, c'était au printemps 2012, on parlait beaucoup dans Sardine, du MNLA, qui venait de conquérir les 3 grandes régions du Nord, Tombouctou, Gao et Kidal. Et juste après ça, on va apparaître un mouvement qui dit être un mouvement de djihad aussi, mais qui a une forme différente de ce qu'on avait vu, qui ne se revendiquait pas Touareg et qui était visiblement composé de plusieurs communautés d'Arabes maliens, de Peuls, de Songhai, de Touareg aussi dans une certaine mesure. Et ils font partie des groupes qui ont commencé à s'attaquer au centre du pays. Et donc, lorsque ces groupes-là sont apparus, on a vu une espèce de contre-réaction là aussi de la société civile. On a vraiment une société civile qui, là, se retrouvant victime, ne peut que faire avec la situation locale, faire des alliances lorsque c'est nécessaire. On a vu lorsque les gens étaient sous l'emprise du MNLA, les gens étaient obligés de se plier totalement. Lorsque les gens plus tard ont été victimes du Front de libération du Massina, dont on pourra parler un peu plus, ils ont trouvé des modes d'accommodation aussi. Et donc, lorsque le Moujao est apparu, c'est là qu'on a vraiment eu le début des discussions entre les civils et les groupes armés en termes de qu'est-ce qu'on peut tirer des groupes armés aujourd'hui concrètement dans une situation où on est en danger. L'État malien n'est pas là, on est victimisé par des mouvements rebelles et donc à ce moment-là, on fait appel à ceux qui disent venir au nom de la religion, ceux qui disent finalement qu'ils peuvent nous protéger face à ces mouvements rebelles qui sont en train de faire des pillages, des exactions diverses sur les êtres humains dans la zone. Et donc, c'est là, je pense, que le récit a vraiment commencé des accointances entre certaines communautés et les groupes armés. Je pense, par exemple, aux communautés Peul, dont j'ai le plus de récits et dont je pense que Daouda pourra parler par la suite. Et donc, on a commencé à avoir cette forme d'amalgame où désormais on disait, oui, les Peuls ont accepté de collaborer avec les djihadistes. Et lorsque Serval a commencé en début 2013, en janvier 2013, et qu'il y a la reconquête du sud du Mali petit à petit, enfin du centre du Mali puis du nord du Mali petit à petit, on a découvert des villages entiers qui avaient été dépeuplés. On a découvert qu'il y a des scènes de ruines totales qu'on ne s'imaginait pas parce qu'on pensait que c'était vraiment dans le nord, surtout vraiment dans le grand nord qu'il y avait eu toutes ces choses-là. Et on se rendait compte à quel point les populations ont été dans le nid des groupes armés et c'est quelque chose dont il serait difficile de se défaire. Donc, on fait encore un flash forward. En 2015, début 2015, le Front de libération du Massina apparaît. Et donc, de manière très opportuniste aussi, c'est un mouvement qui dit, nous sommes là pour étendre la religion. Dans un premier temps, ils disent aussi, nous sommes là pour redonner vie à l'ancien royaume théocratique Peul du Massina. Donc, bon, moi, j'insiste toujours pour dire théocratique Peul parce que on dit souvent que c'est juste une théocratie, mais c'est une théocratie sur base ethnique aussi. C'était pas quelque chose de libéral comme on essaie de le faire croire dans de nombreuses assemblées aujourd'hui. C'était vraiment une théocratie sur la base ethnique avec une communauté qui dirigeait les autres. Et on verra dans quelle mesure ça a aussi créé des traumatismes chez de nombreuses populations, ce qui explique là aussi des réactions de la part de certaines communautés civiles. Donc le Front de libération du Massina apparaît en début 2015. Et donc, il exprime le fait qu'il veut reprendre les armes, il se réfère à cet héritage-là. Donc là, panique chez les populations qui sont déjà traumatisées. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nos voisins, les Peuls, ils vont se révolter eux aussi contre nous? Est-ce que ce qui s'est passé avec les Touaregs, ça va se passer maintenant? Est-ce que les liens sociaux vont être détruits, le tissu social totalement morcelé? Et donc, à ce moment-là, on commence à avoir des mouvements d'autodéfense qui se mettent en place. Et ces mouvements d'autodéfense qui apparaissent disent on va protéger contre les mouvements armés et si jamais des Peuls sont avec eux, on va aussi s'attaquer à ces communautés Peuls. Donc on a eu l'escalade de plus en plus et en même temps, de manière concomitante, en 2015, je rappelle que c'est là, au printemps 2015, qu'il y a eu les accords de paix d'Alger
entre ceux dont Niagale parlait tout à l'heure, les gens de la CMA, les gens de la plateforme. Donc, les mouvements armés rebelles, finalement, rentrent dans le giron de l'État et acceptent de travailler avec l'État. Donc, pour faire ce travail avec l'État, on est quand même obligé de se dire qu'on a des fondamentaux en commun, qu'on a des universaux en commun. Et donc, sur cette base-là, on fait en quelque sorte table rase de certains événements traumatiques du passé et puis on construit une vérité qui convient à tout le monde, qui est la vérité de dire, bon, il y a eu une guerre, le MNLA n'était pas totalement avec Ansardine et autres. Donc aujourd'hui, il a une certaine légitimité pour venir signer, pour être à table avec tout le monde. Sauf que ça, c'est quelque chose qui est problématique pour de nombreuses communautés du Nord, aussi bien des communautés non-Touareg que pour des communautés Touareg qui finalement demandent à ce qu'il y ait une justice véritable afin qu'il n'y ait plus d'amalgame entre elles et les groupes armés. Aujourd'hui, de ce que j'ai observé, et ce sera bien qu'on revienne là-dessus dans les discussions, je ne vois pas au Nord une société civile dynamique, une société civile digne de ce nom qui puisse porter la voix des communautés civiles qui sont victimes jour après jour. On voit les groupes armés s'approprier totalement la parole de cette société civile parce qu'on se dit il n'y a pas autre chose. C'est eux qui sont là, c'est eux qui peuvent se faire entendre de l'État et donc c'est eux qui peuvent négocier à la place des civils. Et je pense que c'est une situation qui est vraiment très triste parce que si on se retrouve avec des gens en armes qui doivent parler des questions de paix uniquement, sans avoir cette société civile qui, elle, lance les agendas, qui, elle, fixe les agendas en disant voici ce qui nous intéresse, nous. Voici ce qu'on est capable de faire comme cohésion avec les autres communautés. Je pense que si on n'a pas ça, on est vraiment assez mal parti sur cette situation-là. Donc, 2015, il y a la signature de ces accords et en même temps, les amalgames au centre du Mali se font de plus en plus audibles. 2016, là, on commence vraiment à voir l'implosion de cette situation avec des villages entiers qui sont cernés par des groupes dits djihadistes et aussi des villages entiers qui sont cernés par des milices qui se disent d'autodéfense, qui sont des milices tout simplement ethniques, qui s'en prennent aux membres de la communauté Peul. Donc, on a une espèce de surenchère là, où chacun essaie de se confier à ceux qu'il voit comme des maîtres des lieux, qui peuvent être favorables à sa cause. On a des communautés Peul qui parfois se disent, oui, si jamais on est attaqué, qu'on n'a pas de moyen de se défendre, peut-être qu'il faut faire appel à ceux qui ont des armes, contrairement à nous, qui sommes des civils innocents. Et ça, je pense que c'est un élément qui est c'est un élément très controversé. Moi, au début, vraiment, j'explique ma position et je pense toujours qu'il ne faut pas faire d'amalgame du tout. C'est comme ce qui s'est passé entre les Touaregs rebelles et la société civile Touareg. À un moment, les populations civiles n'ont pas le choix. Elles n'ont personne là pour les protéger parce que l'État est absent. L'État n'est pas en train de remplir son devoir et en même temps, en termes de négociation, on interdit aux gens de pouvoir parler avec leurs frères, avec des gens qui sont leurs parents de sang, qui sont là, qui ont basculé de l'autre côté de la lutte armée, qui aujourd'hui sont des malfaisants face à l'État. Et donc, ils se retrouvent dans une situation où personne ne peut les défendre et ils sont là avec des gens qui sont leurs voisins, qui sont leurs parents, qui se disent, si les gens ne sont pas là, nous, on va le faire. S'il y a des problèmes, venez nous faire appel à nous. Ma position sur ça est très claire, disons qu'il ne faut pas y avoir d'amalgame. Mais là où j'ai un peu changé, c'est qu'au début, quand on parlait de ces questions de voisins, de voisinage entre les communautés, aussi bien les communautés Dogon et les chasseurs, les communautés Touareg et les rebelles, les communautés Peul et les djihadistes, j'avais tendance à dire, oui, ce sont des gens qui n'ont rien à voir du tout, surtout n'en parlons pas. Parce que j'étais vraiment mû de cette volonté de paix et je voulais moi aussi qu'on aille au-delà de ça. Mais je me rends compte aujourd'hui que c'est peut-être pas le bon bout par lequel tenir les choses. Il faut peut-être rappeler tout d'abord que ces gens qu'on appelle djihadistes, ces gens qu'on appelle chasseurs, ces gens qu'on a appelés rebelles, ce sont des gens qui sont les parents de tout le monde. Les gens se connaissent, il y a des liens. Donc, on peut avoir des ressorts pour la paix à ce niveau-là. Et il faut comprendre comment est-ce que les gens ont basculé dans les mains de ces différents grosses armées communautaires, dits religieux, etc. C'est venu d'un désespoir total. Et ce désespoir-là, il faut trouver des manières de s'adresser à lui. Et pour ça, il faut vraiment essayer de négocier avec les différentes parties prenantes. Les États ont la responsabilité ultime. C'est trop facile pour les États de dire aujourd'hui, la France nous impose de ne pas parler avec les djihadistes. C'est la France qui nous impose telle ou telle chose. Et après, on a des marches dans les villes au Mali, à Bamako, dans la capitale, où les gens disent oui, la France n'a qu'à partir, nous on a envie de faire des négociations, nous sommes les dignes fils du Mali, etc., etc. La responsabilité incombe vraiment aux autorités maliennes en premier lieu. Et donc sur cette base-là, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de reconnaître ce qu'il y a et de dire que on a laissé nos populations devenir des criminels.
Et lorsqu'on laisse les victimes devenir des bourreaux, on crée des précédents pour des générations à venir. On l'a vu avec les mouvements de rébellion Touareg des années 80. Encore aujourd'hui, la paix est difficile à négocier dans pas mal d'endroits parce que les gens disent, mais non, nous, ce sont nos voisins, c'est des gens en qui on avait confiance qui se sont levés du jour au lendemain. Donc, lorsqu'on franchit un certain Rubicon, comme on dit, on reprend cette expression, c'est vraiment difficile de revenir en arrière. Donc, peut-être un peu pour boucler cette phase-là, moi, ce sur quoi j'aimerais bien qu'on discute, c'est les initiatives autour de la paix. Comment est-ce qu'on peut ramener des productions culturelles, et c'est quelque chose sur lequel on a travaillé, sur lequel Sonia m'a invité pour travailler. Comment est-ce qu'on peut employer les éléments culturels locaux? Comment est-ce qu'on peut aussi se servir des modes de médiation qui sont là, vraiment qui sont du cru, pour arriver à amener tout le monde à la table de discussion, trouver des universaux, trouver même à un niveau vraiment basique de psychologie, un peu de sublimation aussi, comment est-ce qu'on utilise tout ce qui est violence, tout ce qui est frustration, pour en faire quelque chose de positif autour de la production de l'art. Je pense que là, on a vraiment des possibilités qui sont immenses, à question de les discuter comme il faut sur des scènes comme celle-ci et sur des scènes où on a aussi des gouvernants. Merci. On va très clairement y revenir. Là, c'était vraiment brossé. Alors, effectivement, tu fais référence à l'article où Niagalé a également participé et j'espère que ce sera bientôt publié. On aura l'occasion d'y revenir en parlant d'initiatives de paix. Daouda, peut-être, tu as été aussi appelé du coup là, à plusieurs reprises par Baba à répondre à certaines questions. Merci d'ailleurs pour ce tour d'horizon également, à la fois une analyse ethnographique et psychologique. Je retrouve aussi en toi le psychologue, parce que tu as beaucoup parlé des traumatismes et du coup, parfois de certaines choses, on est peut-être allé trop loin et comment revenir. On a des populations effectivement qui sont traumatisées, que ça peut être très, très compliqué. Donc, quelle ouverture on va pouvoir trouver pour revenir vers la paix. Alors, Daouda, on a parlé justement un petit peu, on a évoqué les conflits locaux. Peut-être tu veux revenir sur le rôle des Peuls, sur les conflits locaux. Et puis, puisque on a enclenché ces questions d'initiative de paix, je te demande les deux questions en même temps. Est-ce que pour toi, quels sont les échecs finalement aujourd'hui de pacification de la région et quelles initiatives on peut voir émerger? Je fais comme ça la transition et puis je reviendrai vers Niagalé ensuite. Merci pour la parole. Je pense qu'il faut féliciter d'abord les initiateurs de ce masterclass parce que c'est un cadre très bien formateur et d'échange d'idées. Et c'est une occasion pour moi aussi d'apprendre également au regard de la qualité des intervenants que vous avez choisi, à savoir Niagalé Bakayoko. Il faut lui dire que notre équipe au Burkina l'attend depuis aussi longtemps qu'il nous a rendu visite. Il y a aussi notre président avec qui on a eu le plaisir de travailler, à savoir Baba Doukolo Konare, qui est notre président au niveau de l'Observatoire Kissal, qui nous a donné aussi le gerbe de la lutte pour le volet droits humains, et également à s'intéresser aux dynamiques de conflit pour voir comment construire la paix ensemble dans nos différents pays. Et pour revenir proprement au thème concernant les conflits locaux, il faut dire que d'abord, le contexte des pays du Sahel sont pratiquement similaires. Il y a d'abord un État qui est défaillant, et il faut m'excuser par rapport à ce terme, mais c'est bon de l'utiliser clairement pour donner vraiment l'idée à quoi ça ressemble. Un État défaillant parce qu'il est défié de plus en plus par les citoyens des différents pays. Et également, quand vous lisez aujourd'hui les différents indicateurs qui donnent le diagnostic d'un État défaillant, en réalité, on est en train de plus en plus les réunir de jour en jour. Deuxièmement, il y a une certaine solidarité qui caractérisait les différentes communautés de ces différents pays du Sahel, qui étaient vraiment admirées pour leur tolérance et esprit de cohabitation, qui est aujourd'hui déchirée. Voilà, cette cohésion est aujourd'hui mise à mal. Et également, il y a la montée en puissance de la justice privée. Et cette justice privée
n'a pas facilité vraiment la cohésion, le vivre ensemble, parce que il est arrivé quelquefois qu'un membre d'une communauté précise soit victime, soit auteur ou soit fautif, et le courroux s'abat sur tous les membres de sa communauté. Donc, ça, c'est également un facteur qui caractérise nos pays et qui n'a pas facilité vraiment la cohabitation et la cohésion entre les différents citoyens. Maintenant, aujourd'hui, la situation que nous vivons au niveau du Sahel, il faut comprendre qu'il y a des facteurs aggravants, c'est-à-dire qu'il y avait des signes annonciateurs déjà, avant même l'avènement du terrorisme, qu'en réalité, le malaise était profond. Pourquoi je le dis? Prenez par exemple la question des conflits. Les conflits avant même l'avènement du terrorisme. Nous, au niveau du Burkina Faso, il y a, en collaboration avec le ministère de l'Élevage, il y a une étude qui avait été menée. Et de 2008 à 2014, on avait pu recenser près de 4000 conflits qui ont opposé les différentes communautés. Et ces conflits avaient été, de façon pudique, appelés conflits agriculteurs-éleveurs. Mais ces 4000 conflits ont occasionné plus de 200 morts. Et ce sont des conflits qui sont restés impunis. Il n'y a eu aucun traitement judiciaire et adéquat au niveau de la justice. Donc, vous voyez que donc ça va installer des rancœurs, ça donne une situation mal gérée, un malaise social profond. Donc, du coup, qui va opposer de plus en plus les populations, opposer de plus en plus les communautés et différents acteurs sur le terrain. En plus de ça, vous avez suivi l'autre facteur qui a aggravé l'intervention de l'OTAN en 2011 au niveau de la Libye, qui a libéré les forces déstabilisatrices et les entrepreneurs de la violence. Et ce qui a nourri également les groupes armés que nous avons enregistrés aujourd'hui dans l'espace du Sahel. Quand je parle de l'espace du Sahel, il faut parler du Burkina Faso, du Mali, du Niger, de la Mauritanie, du Tchad, et qui aujourd'hui qui sont des pays qui sont marqués par des populations d'une certaine vulnérabilité extrême. Et donc, ce groupe armé terroriste dont Baba a abordé tout à l'heure, à savoir ceux qui sont affiliés au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans et à l'EI, mais ces groupes ont exploité la vulnérabilité de ces différentes populations. Parce que déjà, pourquoi ils arrivent à piéger les populations? Parce qu'il y a un faible engagement de l'État, de nos États dans les zones périphériques. Un faible engagement. Pour le comprendre, je prends juste le taux de scolarisation, le volet éducation pour un peu illustrer ce volet. Au niveau du Sahel burkinabé, quand vous prenez Dori, c'est un grand centre, c'est une grande région qui a réussi sa première école en 1903. Mais pour avoir un collège, une zone qui reçoit sa première école en 1903, et pour avoir son premier collège en 1975. Donc c'est pour dire quoi? Il faut 70 ans après qu'ils ont eu un collège. Donc imaginez comment cette population va être sous-éduquée, sous-formée, et donc va être désarmée du point de vue entrepreneuriat, du point de vue utilité en tant que citoyen pour construire sa nation. Donc, du coup, c'est des jeunes qui vont être livrés vraiment au piège qui sera tendu par quelqu'un qui lui promet une moto, qui lui promet un montant modèle. Je prends également le Soum, où il y avait le visage Peul, le premier visage Peul qui a été recruté par les terroristes au Burkina, Malam Duko. Dans cette zone, il a fallu attendre carrément jusqu'à 1946 pour avoir une première école. Et c'est 40 ans après qu'ils ont eu les premiers collèges, et ça, c'est avec l'avènement de la révolution de Thomas Sankara en 83-86. Donc, et avec la prise du pouvoir de Thomas Sankara, avec la volonté politique, il a pu tripler le nombre d'écoles
dans cette région. Donc, vous voyez jusqu'à quel point, en réalité, la marginalisation, le faible engagement de l'État au niveau local a contribué à exposer et à renforcer la vulnérabilité des populations qui sont piégées aujourd'hui par les terroristes. Et quand je dis piégées, rendez-vous compte, certainement, la question de la communauté revient à plusieurs reprises, mais ce que chacun doit comprendre, c'est que cette communauté Peul, qui se retrouve facilement dans les différents pays du Sahel, aujourd'hui ont des traits communs parce qu'ils sont triplement victimes de terrorisme. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez les zones habitées ou les villages occupés par ces populations, Peul ou éleveurs, ce sont des zones aujourd'hui qui, du point de vue économique, l'économie a été détruite complètement. Deuxièmement, en termes de perte en vies humaines, c'est la communauté qui a la plus subi en termes de nombre de tueries, en termes de nombre de morts. Troisièmement, c'est une communauté du point de vue accessibilité des services sociaux de base, également, la plupart des services sociaux de base aujourd'hui sont fermés. Que ce soit l'école, que ce soit les services de santé, tout est fermé. Et puis, c'est cette même communauté qui est assimilée comme étant en accointant de groupes armés terroristes. Pourtant, quand on regarde les pertes et les pertes que subit cette communauté avec l'avènement du terrorisme, je pense que si on pose bien le diagnostic, en réalité, il n'y a pas lieu de les culpabiliser ou de les assimiler tous à des terroristes. Parce que c'est ce qui se passe pratiquement dans nos pays. Parce que d'abord, quand vous voyez les terroristes étaient assimilés à des Arabes, on avait donné un visa arabe au terrorisme, après on a donné un visa Touareg au terrorisme, après on donne un visa Peul. Et donc, si ça continue comme ça, je pense que on tend vers un embrasement et c'est vraiment inquiétant pour nos pays. Voilà pourquoi nous, on a décidé de se battre sur le volet droits humains pour pouvoir vraiment atténuer les souffrances des populations. Donc voilà quelques éléments sur lesquels je voulais revenir, qui sont des éléments qui ont contribué à aggraver la situation. Excusez-moi, il y avait eu un appel. Donc voilà, je suis revenu un peu sur des éléments qui ont contribué à aggraver, qui montrent que d'abord le terrain était propice vraiment au développement du terrorisme. Et voilà aussi des éléments qui ont contribué à aggraver le contexte. Et aujourd'hui, on a plusieurs types de conflits qu'on retrouve. Il y a des conflits entre les communautés. Il y a des conflits aujourd'hui miniers aussi. Il y a des conflits miniers qui s'installent parce que les sites miniers aujourd'hui sont devenus des sources de convoitise, non seulement pour les groupes armés non étatiques, et même certaines forces armées étatiques qui sont censées protéger les populations également s'intéressent aux questions de mines, aux questions de l'orpaillage. Donc, du coup, les populations sont en confrontation aujourd'hui, non seulement avec les acteurs armés par l'État, aussi avec les groupes armés terroristes, donc, et également contre les industriels qui sont là, qui exploitent officiellement ces sites miniers. Donc, on a également de plus en plus ces conflits que nous enregistrons. Et également, n'oublions pas le conflit foncier. Le conflit foncier qui est souvent ignoré, qui passe inaperçu, pourtant c'est une question de fond. Voilà, donc il faut prendre cela en compte. Donc, par rapport à l'échec, je vais terminer par là, par rapport à l'échec de la pacification du Sahel ou de ces conflits, il faut dire clairement qu'en réalité, nos gouvernants, la question de la mauvaise gouvernance est beaucoup responsable de cette situation.
Parce que aujourd'hui, l'exemple doit venir d'en haut sur les questions de transparence, sur les questions de lutte contre la corruption. Voilà. Parce que à cause de la corruption, à cause des injustices, il n'y a aucun élément, aucune machine aujourd'hui qui permet de stabiliser les rapports entre les acteurs au niveau social et au niveau des différentes communautés. Ce qui est un danger. Je vois que les institutions nationales et internationales s'intéressent beaucoup plus aux questions électorales, mais il y a lieu aussi de s'intéresser aux questions de bonne gouvernance et d'être exigeant et d'être vraiment regardant sur ce genre de questions, parce que dans un pays où il y a beaucoup de détournements, beaucoup de cas de corruption, les partenaires techniques et financiers de nos pays devaient quand même attirer l'attention et peut-être même bloquer certains financements afin que la transparence et la moralité et l'éthique dans la gestion de la chose publique puissent aussi être une réalité. Deuxièmement, il y a la question de la stigmatisation des Français de plus en plus dans nos pays. Pourquoi je le dirais? Parce qu'aujourd'hui, pour ceux qui ne comprennent pas, ils prennent la France comme étant source des malheurs de nos différents pays. Mais en réalité, c'est parce qu'il faut vraiment, nous on estime qu'il faut vraiment de la communication afin peut-être même que la France essaie de voir comment réunir les conditions de leur départ, ne serait-ce que momentané, pour permettre aux populations africaines et à nos gouvernements de vraiment prendre conscience de l'importance de leur présence dans nos pays. Sinon, en réalité, ils sont perçus aujourd'hui comme des occupants, comme des forces déstabilisatrices ou complices avec l'ennemi. Donc, vous voyez que l'étiquette qui est collée à certaines communautés est collée aussi même à nos partenaires au niveau international qui sont impliqués depuis très longtemps pour défendre et soigner l'image de nos pays. Donc, voilà pourquoi moi, j'allais proposer également des initiatives de dialogue qui manquent. Voilà, parce qu'il faut des initiatives de dialogue pour des changements de comportement. Voilà, c'est ce que je disais au ministre de la Réconciliation nationale. La question de la réconciliation nationale, ce n'est pas une question de réconciliation politique, mais ça doit être une opportunité pour mobiliser tous ceux qui sont des éducateurs, tous ceux qui sont des formateurs, pour faire des caravanes dans les différents villages, dans les différentes localités, pour dire qu'en réalité, nous vivons ensemble à cause de l'état de droit. Et qu'est-ce que c'est que l'état de droit? Quels sont les principes de l'état de droit? Comment on peut vivre ensemble? Ça fait défaut. La notion de l'état de droit, elle est incomprise par les populations. Et du coup, avec la mauvaise gouvernance, avec l'injustice, chacun est tenté de se rendre justice sur lui-même, ce qui est contraire au principe d'un état de droit. Je vous remercie. J'allais terminer par là et j'attends les questions s'il y en a. Merci. Merci beaucoup, Dalga, d'être revenu justement sur cette question déjà du malaise profond qui préexistait, effectivement, nous avoir fait un petit panorama là-dessus, et que les vulnérabilités à la fois sociales et étatiques, les défaillances de l'État et de la gouvernance, des problèmes de développement également, c'est très important. Et puis déjà d'avoir ouvert effectivement ces pistes finalement d'éducation aussi de la population sur le comment vivre ensemble, l'état de droit, la gouvernance, c'est important d'y revenir. Du coup, je vais peut-être revenir, Niagalé, peut-être sur l'échec de la pacification. Et toi aussi, est-ce que tu peux dresser un petit diagnostic et puis des pistes en fait de pacification? Qu'est-ce qui n'a pas été encore exploré? Qu'est-ce qui manque? Et puis on reviendra enfin aussi avec Dougou Kolo, puisque tu as ouvert aussi quelques pistes sur l'art et la culture et l'appropriation de normes peut-être historiques avec juste après Niagalé. Je passe la parole à Niagalé. Merci beaucoup Sonia, et merci aussi à Barké et à Dougou Kolo, même si on communique assez régulièrement, sont quand même des regards qui, à mon avis, sont absolument essentiels et qui, à mon avis, doivent justement éclairer les solutions qu'il faut développer. Je m'explique. D'abord, d'un point de vue sémantique, moi, je n'aime pas du tout recourir à ce terme de pacification. Tout comme je n'aime pas le terme de stabilisation, ni le terme de résilience. Je m'explique sur les trois vocables. Le mot de pacification, pour moi, renvoie vraiment aux guerres dont l'objectif
et d'instaurer un climat socio-politique favorable à l'exercice de leur contrôle, voire de leur domination. Pour moi, vraiment, le terme de pacification, y compris historiquement, renvoie à cela. Et il n'est pas innocent qu'on le voit très souvent employé aujourd'hui, et je vais vous dire pourquoi. J'en viens au terme de stabilisation. Le terme de stabilisation, il n'est satisfaisant, et d'ailleurs, il n'est essentiellement employé que pour des acteurs extérieurs, dont l'objectif est de voir un espace suffisamment apaisé pour ne pas avoir et générer d'externalités négatives. Mais l'objectif de la stabilisation n'est absolument pas d'instaurer la paix en tant que telle. Et enfin, le terme de résilience, qui est très utilisé notamment par les acteurs civils, les acteurs de développement, me paraît très problématique aussi parce que il renvoie quand même à l'idée, notamment Baba, qui est docteur en psychologie, connaît très très bien ce concept, mais quand même l'idée c'est de rendre les communautés suffisamment et les individus suffisamment endurcis pour pouvoir surmonter et supporter leurs souffrances. C'est quand même de ça, et pour repartir ensuite de manière plus relativement dynamique. Donc moi, les trois concepts me posent problème. Et celui de pacification est quand même particulièrement intéressant parce que il renvoie à la théorie, au concept de pénétration pacifique qui a été développé d'un point de vue militaire à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, notamment par deux grandes figures militaires françaises qui sont d'une part Lyautey et d'autre part Gallieni, qui ont développé cette idée selon laquelle le militaire est le premier instrument, le premier acteur qui devance l'instituteur, le préfet, qui, après que le militaire sera intervenu pour soumettre et réduire, aujourd'hui on parle de neutralisation, mais bon, réduire, c'était le vocable de l'époque, les populations qui s'opposent à la conquête, puisqu'on est dans une logique de conquête coloniale en l'occurrence, l'idée que ce n'est qu'une première étape qui est ouverte par le militaire, auquel succèdent ensuite des acteurs civils qui vont faire tache d'huile pour pacifier effectivement le territoire. Pourquoi je m'arrête sur ce vocable et sur cette approche développée par Lyautey et Gallieni? Parce qu'aujourd'hui, c'est cette approche doctrinale qui continue de sous-tendre de manière assumée. Je suis absolument pas là en train d'avoir un discours décolonial. Bon, c'est pas la perspective qui m'intéresse. Mais quand je dis de manière assumée, c'est-à-dire que, par exemple, je vous invite à vous référer à la l'audition, plus exactement, de l'ancien chef d'état-major des armées françaises, le général Lecointre, qui vient à peine de quitter ses fonctions il y a 2 mois, devant le Sénat, il me semble que c'était en janvier 2020, où il explique qu'aujourd'hui, l'approche française est toujours fondée sur les préceptes édictés par Lyautey et Gallieni. Donc, ce n'est pas du tout un fantasme chercheur, c'est vraiment totalement assumé. Ce qui est intéressant, c'est que ces approches développées par Lyautey et Gallieni ont ensuite eu une version davantage affinée, je dirais, même si on considère qu'elle est en rupture, mais qui est celle d'un auteur théoricien qui s'appelle Galula, qui lui a développé ce qu'on appelle les théories de la contre-insurrection, notamment dans le contexte de la guerre d'indépendance en Algérie. Et l'ensemble de ces approches sous-tend toutes les conceptions actuelles internationales, et pas françaises, internationales, de la lutte antiterroriste, qui est l'une des déclinaisons de cette approche contre-insurrectionnelle.
L'auteur Galloula, dont je vous parle, a notamment été repris par le général américain Petraeus il y a une dizaine d'années, qui en a fait des présentations extrêmement laudatives en considérant que la doctrine américaine devait s'appuyer sur ces théories-là. Et plus généralement, comme vous le savez peut-être, les Américains ont développé donc leur propre théorie de la contre-insurrection, donc inspirée des approches françaises, qui s'appelle l'approche COIN, Counter-Insurgency, qui est celle qui a été mise en place en Afghanistan, comme le disait Sonia, mais qui précédemment avait été formalisée dans le cadre de ce qu'on appelle le Low Intensity Conflict. La doctrine Low Intensity Conflict, qui, elle, avait été mise en place notamment au Vietnam. Et donc, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'en réalité, ces approches doctrinales qui sont à la base de la philosophie développée dans l'intervention militaire au Sahel sont en réalité en échec partout dans le monde, et ça depuis des décennies, vraiment depuis des décennies. Et je pense, je le disais avant le tournant afghan, je ne suis absolument pas spécialiste de l'Afghanistan, donc je ne parlerai pas de l'environnement local, mais je l'ai écrit, d'autres que moi l'ont écrit. L'approche au Sahel est fondée sur ce même biais, et c'est la raison pour laquelle elle échoue. Parce que aujourd'hui, quand on continue à entendre, on va les former. Si vous regardez la moindre intervention d'un ministre, surtout des ministres d'ailleurs, ou de hauts responsables, c'est-à-dire on va les former. On va les former, on va former nos partenaires sahéliens, puisque la stratégie est quand même celle d'une sahélisation pour rendre notamment d'un point de vue militaire et sécuritaire, les États sahéliens capables d'assumer leur propre sécurité. Mais pour moi, il y a plusieurs biais. D'abord, il y a ce premier biais doctrinal qui est extrêmement problématique, parce que tout ce qui est enseigné dans le cadre des formations dispensées par l'opération Barkhane, dispensées par l'IUTM, etc., sont vraiment à la fois fondés sur cette approche de contre-insurrection dans sa version de lutte antiterroriste, et également sur des approches extrêmement conventionnelles des conflits par ailleurs. Et ça se répercute sur ce qui est effectivement enseigné, mais ça s'est aussi longtemps répercuté sur le type d'équipement qui a été donné à ces armées également. Donc on voit à quel point les questions conceptuelles sont absolument fondamentales. Le deuxième biais, c'est quand on dit oui, à propos du Sahel, ça fait 8 ans, ça fait 9 ans qu'on les forme. Alors certains disent bon, ça commence à faire long, puis d'autres disent mais c'est pas beaucoup 8 ou 9 ans. Mais non, c'est faux, ça ne fait pas 9 ans qu'on forme ces armées, ça fait 40 ans. 40 ans. Donc pour moi, le critère est moins celui de leur capacités aujourd'hui, qui heureusement ont été augmentées, mais pas nécessairement uniquement dans un sens favorable, comme on le voit avec les coups d'État qui ont quand même été perpétrés dans la zone. On en a quand même eu 4 en l'espace d'un an, ce qui est quand même énorme. Enfin, je dis 4, pardon, j'ajoute la Guinée, mais bon, voilà, on est quand même dans la même zone, puisqu'on parlait de la CEDEAO. De toute façon, on est dans cet espace, on est dans l'espace CEDEAO, CEAC. Et donc, on est quand même dans des dispositifs qui sont en place depuis des décennies. Pour moi, le critère est de savoir pourquoi ces armées avec lesquelles on a coopéré pendant 30 ans, donc si on prend la date de 2012 ou 2014, étaient déjà dans un tel état. Il n'y a pas ces leçons apprises, ce constat de 2012 pour comprendre quand même ce qui n'a pas fonctionné dans ce qui avait été enseigné, transmis, n'a pas été fait, en tout cas n'a pas été fait de manière à revoir le type d'instruments mobilisés par la suite. Donc ça, c'est pour l'explication de l'échec. Pour le type de solution, moi, je suis absolument convaincue, et cela vaut évidemment pour les acteurs militaires, mais ça vaut également pour les acteurs civils, qu'il s'agisse des agences de développement, qu'il s'agisse des ONG internationales. Je pense que c'est malheureusement, il est malheureusement nécessaire de les inclure dans le constat, ou qu'il s'agisse
des acteurs politiques internationaux, je pense qu'on est face au paradoxe suivant, c'est-à-dire que on a affaire à des acteurs qui sont extrêmement professionnels et compétents d'un point de vue technique. On parle souvent, si on prend l'opération Barkhane, du nombre de morts qu'il y a eu. Évidemment, 55 morts, c'est élevé, dont 51 morts au combat, c'est élevé. Mais quand même, sur une dizaine d'années, on voit que l'armée française n'a certainement pas été écrasée, n'a pas subi des pertes absolument inacceptables. Donc, il y a eu aussi certaines bavures, dont une récemment. Enfin, le terme de bavure, on en discute d'ailleurs et peut être problématique, mais en tout cas, il y a un gros contentieux, y compris entre la France et les États-Unis, à propos d'une frappe qui s'est produite sur le visage de Bounty. Et si je cite cet exemple, c'est parce que justement, on est face au paradoxe que face à ce grand professionnalisme, on a une méconnaissance et une absence, si ce n'est totale, en tout cas immense, de compréhension et de maîtrise des dynamiques de l'environnement local. Moi, c'est vraiment ce qui me frappe. Et si je cite l'exemple de Bounty pour aller très vite, c'est une frappe qui a tué plusieurs dizaines de personnes. La France estime que toutes ces personnes étaient des combattants terroristes, alors que les organisations de la société civile locale ainsi qu'une enquête qui a été menée par la Division des droits de l'homme des Nations Unies, estiment que c'était des civils qui assistaient à un mariage. Moi, je pense, sans vouloir rentrer dans le débat autour de Bounty, que la vérité est sans doute entre les deux. C'est-à-dire qu'il y avait sans doute des djihadistes qui étaient mêlés à des populations qui assistaient à un mariage, ce qui rend de toute façon la frappe inacceptable, mais les réponses qu'on nous donne, c'est de dire il n'y avait pas de mariage, y compris la ministre, il n'y avait pas de mariage, mais parce que quand on entend les propos, on voit que la conception du mariage est celle d'un mariage avec de la musique, des boules à paillettes et des hommes et des femmes mêlés pour ce moment de célébration, ce qui n'est absolument pas le cas dans les mariages dans le centre du Mali, très islamisé, où est effectivement très présente la Katiba du Massina. Non, on est dans des configurations sociales complètement différentes. Et je pense que ce qui se produit aujourd'hui, et un immense chercheur français l'a particulièrement bien décrit dans son dernier ouvrage, c'est Jean-Pierre Olivier de Sardan, qui parle, avec le titre éponyme de son livre, de revanche des contextes. Et je pense que partout dans le monde, on est face à une revanche des contextes sur des instruments de gestion des conflits qui se trouvent débordés par des réalités locales qu'ils ne maîtrisent absolument pas. Et pour vraiment terminer là-dessus, je pense que il est évidemment nécessaire de se pencher sur les interventions militaires, ce qui est plutôt ma spécialité, mais travailler sur les instruments civils mobilisés est une urgence absolue. C'est quelque chose qui est extrêmement rébarbatif, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, les cadres de travail qui se sont universellement répandus sont, à mon avis, fondés sur des instruments qui sont en total décalage et totalement inadaptés avec les environnements locaux. Je parle de ce qu'on appelle le monitoring et l'évaluation, la mise en place de cadres logiques ou log frame, selon le terme anglais, la mise en place de milestones, le développement de theory of change. Tous ces instruments, pour moi, passe complètement à côté des réalités locales. Donc, pour moi, la solution, elle doit avant tout venir des acteurs locaux qui, sans doute aussi, développeront des solutions qui ne correspondront pas nécessairement à nos standards et à l'ordre idéal que l'on voudrait voir instauré. Mais je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus les moyens et surtout que les opinions publiques ne vont plus suivre pour soutenir des processus d'ingénierie institutionnelle, à la fois en matière sécuritaire, institutionnelle et civile, et que on va devoir s'accommoder de solutions qui vont
font émerger des acteurs locaux, quand bien même elles développent des références à des normes complètement en rupture avec nos principes et nos standards. Voilà. Merci beaucoup, Niagalé. C'est d'autant plus passionnant que je trouve qu'il manque aussi beaucoup, en regardant ce que tu dis, la revanche des contextes, l'importance du local. Il y a aussi quand même beaucoup de leçons à tirer en faisant du comparatisme. Et le diagnostic que tu tires, j'entends tellement de choses de la Somalie dans ce que tu tires. Ah oui, bah, oui. Et voilà. Et du coup, et qu'il y a une certaine avance négative. Et le Somaliland, exactement. Et l'échec que tu tires aussi de certaines organisations d'acteurs extérieurs, je suis à peu près sûre qu'on va voir ça en Éthiopie aussi dans quelques semaines et dans quelques mois. Donc, c'est dommage voilà, qu'on puisse faire ce diagnostic, mais il n'y a jamais de leçon véritablement tirée. Je pense qu'on va bien revenir revanche des contextes, effectivement. Mais c'est pas moi, hein, c'est c'est Sardan. Donc, que tout le monde note le livre, c'est un ouvrage excellent, où il parle de ces modèles voyageurs, hein, pour qualifier toutes ces normes et ces instruments. Et voilà, moi, à mon avis, c'est la meilleure analyse, c'est le meilleur cadre d'analyse qui existe aujourd'hui. Et ça fait écho à ce que nous, on a vu aussi hier avec les intervenants, c'est aussi dans les études de paix, le local term et l'importance du local par rapport au global, le bottom-up aussi aujourd'hui, et ce que tu viens de dire, la place de l'innovation qui est hyper importante. Alors, peut-être avant de passer, parce que le temps passe avec le petit chat qui vient d'arriver, non, mais depuis 1 an et demi, on est habitué à avoir des chats dans les Zooms. Peut-être que avant de passer la place, avant de donner la place au public et aux questions, je sais qu'il y en a déjà quelques-unes. Peut-être, Doukounkolo, tu as juste entrouvert une porte sur les appropriations locales, sur la culture, sur l'art. Peut-être que tu veux dire quelques mots aussi là-dessus, parce que là, on vient de voir que les termes employés ne sont pas forcément les bons parce qu'ils font référence à des choses qui sont passées. Et comme l'a dit Niagalé, il y a un échec aussi dû à des approches doctrinales biaisées et dépassées. Donc, toi, tu as évoqué d'autres pistes aussi. Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots? Merci de me donner la parole. Les pistes auxquelles je pensais, là, je vais vraiment me référer au texte que j'ai écrit pour le projet Ensemble. C'est la redécouverte du patrimoine qu'on a qui existe déjà. On a des textes, on a des chansons, des compositions de ce genre-là. On est quand même tous des êtres humains. On est très sensibles à ça. On est très sensibles à la musique. On est sensible à ces choses très pratiques qui sont finalement dans notre environnement quotidien, qui ne sont pas assez mobilisées. Je vois que souvent, on a des soirées de la paix, on a des journées où on vante la culture de la paix, où on rappelle que nos ancêtres ont été illustres, que nos ancêtres ont vécu dans des empires qui ont pu fédérer tout le monde, ce qui est d'ailleurs très souvent faux. Mais est-ce que c'est la réalité de la chose qui est le plus important? Plutôt que ce qu'on arrive à en faire, la mobilisation qu'on arrive à faire dans la construction de ce que c'est qu'une nation, dans la construction du vivre ensemble. Ça, c'est vraiment une interrogation que j'ai. Au Mali, on a essayé de parler de l'Empire du Mali qui a rassemblé tout le monde, qui était vraiment dans le Mali actuel serait le descendant. Mais on a vu que ça a exclu un certain nombre de populations de l'histoire du Mali en termes de reconnaissance personnelle. On voit par exemple que lorsqu'on parle de ça à des communautés au nord du Mali, comme les communautés Touareg, c'est quelque chose qui est excluant et c'est d'autant plus violent que si on fait référence à l'histoire du Mali devenu indépendant, il y a quand même eu un certain nombre d'exactions au nord du Mali. Donc, ne pas reconnaître qu'il y a des gens qui peuvent être en porte-à-faux avec le récit officiel, c'est quelque chose de très problématique. Et je pense que là, on a beaucoup d'exemples à travers le monde qui pourraient nous apporter de la sagesse. Je prends par exemple un cas comme ce qui s'est passé dans les pays des Balkans, dans l'ex-Yougoslavie, les républiques qui en sont sorties. On voit qu'il y a vraiment des efforts de rattrapage pour pouvoir intégrer chaque minorité comme il se doit. On voit par exemple le cas de la République de Macédoine du Nord aujourd'hui, avec une grande communauté albanaise quand même, qui a dû changer ses symboles, qui a dû changer ses langues officielles pour intégrer l'albanais, qui a dû aussi même dans ses symboles nationaux faire des efforts pour pouvoir s'entendre avec les communautés à l'intérieur, mais aussi avec l'extérieur, donc comme un pays comme la Grèce. Et je pense que nous aussi, ce sont des choses qu'on est capable de faire si on est appuyé de l'extérieur, aussi bien en termes de médiation qu'en termes de ce qu'on peut apprendre ailleurs. L'exemple que je voudrais donner comme production culturelle, c'est un texte de El Hadj Omar Tall. El Hadj Omar Tall qui a été un conquérant djihadiste qui a fait des choses pas très agréables au Mali, qui a commis quand même
un grand nombre d'exactions qui aujourd'hui est raconté dans l'histoire officielle du Mali comme étant un héros de la résistance. Donc voilà, comme je dis, c'est un personnage qui est très problématique, mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui fait vraiment partie du patrimoine du Mali. C'est quelqu'un qui a produit des textes par ailleurs qui ne sont pas connus du tout, et donc on n'arrive pas à les mobiliser comme il faut. Le texte auquel je fais référence n'est pas connu, il s'appelle Conseil éclairant pour montrer la vilainie du conflit entre les croyants. Et donc, c'est une traduction qui est assez récente. Et donc, dans ce texte, plusieurs passages du Coran sont cités et sont ramenés au contexte de conflits, de guerres intracommunautaires entre différents musulmans. Donc, ce que ce texte essaie de montrer, ça se situe vraiment, sa composition se situe au 19e siècle, au début du 19e siècle, c'est de dire que ce qui n'est pas accepté par Dieu, donc si on en revient au niveau de la religion, ce qui n'est pas accepté par Dieu, c'est le fait de tuer tout simplement un être humain. Qui que soit cet être humain, c'est la chose qui est vraiment abhorrée, c'est la chose qui ne peut pas être acceptée. Et donc lorsqu'on passe de cette base-là pour entamer des conversations avec des gens qui sont de l'autre côté, des gens qui se disent djihadistes, des gens qui se disent même être des groupes ethniques, là, on peut commencer à discuter. Mais il faut trouver des universaux, comme je disais tout à l'heure. Et donc, pour trouver ces universaux, il faut que nous, on accepte de s'instruire un minimum, il faut qu'on accepte de faire recours à l'histoire, il faut qu'on revienne dedans pleinement, même si on est de ces pays-là nous-mêmes aussi. Il y a de la sagesse, de l'humilité qu'il faut avoir, de la patience aussi, lorsqu'on est en train de s'adresser à ce type de problème. Et je pense que si on ne fait pas ça, on va passer à côté de termes qui peuvent être très problématiques là aussi. Niagalé a parlé de pacification, et moi, c'est un terme qui me fait vraiment... qui me met très mal à l'aise, effectivement, parce que c'est le terme qui a été employé dans la contre-insurrection. Ce sont des termes qu'on entend au moment de la colonisation, au moment de la guerre d'Indochine. Ce sont des termes aussi qui ont été récupérés par l'armée malienne au moment de l'indépendance, lorsqu'il y avait des exactions contre des communautés au nord du Mali qu'il fallait pacifier pour qu'elles puissent entrer réellement dans le giron au sein de la nation malienne. Ce sont des termes qui ont été employés encore il n'y a pas très longtemps pour parler des campagnes au nord et au centre du Mali. Donc même pour nous aussi, il y a cet effort-là à faire qu'on ne fait pas assez souvent. Et on ne peut pas reprocher aux Occidentaux des choses que nous-mêmes, sur lesquelles nous-mêmes on est défaillants pour le moment. Et je dis encore, pour donner un autre exemple de production artistique qu'il faut redécouvrir et qu'il faut essayer de se réapproprier, ce sont tous les chants populaires qui sont employés, qui sont des chants qui font l'éloge de la paix, qui disent à quel point il est bon de faire la paix et qui se déclament en plusieurs langues, qui se déclament en peul, qui se déclament en langue tamashek, qui se déclament en songhai, etc. Ce sont autant de choses qui existent qu'on ne mobilise pas suffisamment parce que au niveau politique, on reste sur des gestes qui se veulent symboliques, mais qui restent finalement très superficiels. On vient, lorsqu'il y a des accords, on distribue des céréales à des gens, ce qui, bon, ok, pourquoi pas donner des vivres à des gens qui sont en besoin, mais c'est un peu de la poudre aux yeux, parce qu'on vient, on fait ça, le lendemain, les gens se lèvent pour se battre encore. Alors que si on arrive vraiment à partir de la culture pour faire de la sublimation, comme je le disais tout à l'heure, on arrive à créer un espace commun dans lequel les gens peuvent se retrouver et où ils peuvent produire en commun et dire ça, c'est ce qui nous rassemble, nous. Ça, c'est ce que nous, on a pu travailler ensemble, c'est ce qu'on a pu produire. Et les exemples sont nombreux à travers le monde. Vraiment, je lisais un livre il n'y a pas très longtemps qui s'appelle The Front Lines of Peace, qui est d'une médiatrice humanitaire française, Séverine Hautser, qui parlait de l'exemple du Somaliland, justement, qui parlait aussi d'exemples de choses qui se passent dans les territoires occupés, où on a eu des expérimentations sociales dans lesquelles, en faisant s'asseoir les gens entre eux, en faisant référence à leur patrimoine commun, on leur a permis vraiment dans une approche bottom-up de eux-mêmes dire voici ce qu'on peut accepter en termes de justice, voici ce qu'on peut accepter en termes de paix, mais ce sont des choses qui se font à un niveau vraiment très micro. On a des centaines de personnes, on a quelques milliers de personnes qui se rassemblent, qui arrivent à produire, et après on essaie de voir comment est-ce qu'on peut étendre ça à un pays de manière plus large. Mais il faut accepter de faire ces expérimentations-là. On a vu au niveau du Mali, à Anéfis aussi, qui a été une opportunité, je trouve, très intéressante d'expérimentation autour de la culture de la paix, autour des médiations locales. C'est quelque chose dont l'impulsion a été donnée par le cadre des accords d'Alger. À partir du moment où on s'est retrouvé à Alger, on a créé une culture de dialogue en commun. Ça ne veut pas dire que nos communautés n'avaient pas l'habitude de dialoguer entre elles, mais simplement, il y a une facilitation nouvelle pour des gens qui s'étaient disputés, qui avaient du mal à se retrouver ensemble. On leur a donné un prétexte
pour se retrouver là. Donc, lorsque les accords ont pu être signés, on a eu un nouveau prétexte de pouvoir avoir affaire les uns aux autres dans un contexte international où l'international reconnaissait que vous êtes tous légitimes à vous parler ensemble et où, entre soi aussi, on disait, on a beau ne pas être d'accord, en tout cas, aujourd'hui, on nous met dos à dos les uns contre les autres et donc, on est obligé de se parler. Donc, à Néfis, ce qui a eu lieu, ce sont des journées de discussion où il y a une facilitation de la MINUSMA aussi, donc de la mission des Nations Unies au Mali. Et donc, on a ramené ces gens du Mali ensemble, mais sans vraiment se mêler de manière trop intrusive, en disant, c'est vous qui êtes du même pays, qu'est-ce que vous pouvez apporter aujourd'hui? Vous, communauté arabe, communauté Songhai, communauté Touareg. Et ça a été quand même un succès, un certain succès, même si après, il a fallu faire un second accord à Néfis quelques années par la suite. Mais en tout cas, c'est de l'expérimentation qu'on a pu avoir. Et je peux dire que au nombre de tout ce qui est production littéraire locale, tout ce qui est récits locaux, il y a eu quand même des expériences très positives, je dirais, où aujourd'hui, on peut faire référence à ça, dire, ah tiens, ce texte qui est paru à ce moment-là, il est sorti de l'esprit d'Néfis. Ou même ce chant qui a été fait par des groupes musicaux, c'est quelque chose qui a eu lieu en marge de ce qui s'est passé à Néfis. Et donc, tout ça sont des choses dont on doit se souvenir, qu'on doit incorporer en soi-même, en se disant qu'à un niveau psychique, à un niveau émotionnel, c'est quelque chose de très facile, c'est quelque chose de gratuit finalement. On n'a pas besoin de faire des masses autour de ça. Je sais pas d'être angéliste, de me dire que voilà, il suffit de se donner la main, de danser autour du feu et que ça résout tous les problèmes. Ce que je veux dire tout simplement, c'est qu'il faut commencer quelque part. Et si on veut commencer quelque part, il faut partir des choses les plus simples. Pas la peine de se casser la tête immédiatement. On commence par ça et par la suite, lorsque les communautés se sont entendues sur ces choses universelles-là, on voit comment est-ce qu'on peut discuter pour la suite. Ce serait très intéressant pour des masterclass, pour des cours, pour des conférences, d'entendre des gens qui étaient à Alger pour les accords de la paix, qui ont vraiment vu de manière très minutieuse ce qui s'est passé. Je pense par exemple aux médiateurs qui ont été appelés par les Nations Unies, qui sont venus, qui nous racontent a posteriori comment est-ce que une grande partie de la médiation s'est faite dans les couloirs à Alger, des hôtels, les gens qui ont eu des repas ensemble, des gens qui sont partis voir des spectacles ensemble, comment ils ont pris ces habitudes-là d'entendre le langage les uns des autres, et à partir du fait qu'ils ont entendu le langage les uns des autres, finalement, ils se voyaient comme des êtres humains désormais. Ils ne se voyaient plus comme des ennemis primordiaux, comme des ennemis fondamentaux. Ils se voyaient désormais comme des gens qui sont des êtres humains, qui peuvent fauter de temps en temps, mais qui, en tout cas, avec qui, à un moment, on peut s'entendre. Je donne un exemple personnel aussi. Lorsque je faisais mes recherches pour un bouquin qui a été montré tout à l'heure par Sonia, pour mon bouquin sur les questions de narration de récits nationaux et en temps de crise pour les communautés Peul, j'ai interviewé des gens, des pontes, on va dire, de la rébellion Touareg. Et donc, j'ai vraiment vu comment ça se passait. Au début, moi aussi, en tant que chercheur, je reste un être humain et j'ai quand même aussi le recul du psychologue derrière, un temps d'analyse personnelle qui m'a fait me poser. Mais lorsque j'ai rencontré ces chefs de la rébellion, ma première réaction, c'était de me dire, ces gens sont des criminels. Comment est-ce que ça se fait? Comment est-ce que je peux m'asseoir en tant que personne qui se dit défenseur des droits humains? Comment je peux m'asseoir avec ces gens aujourd'hui, avoir des conversations banales, parler de mondanité autour d'un café? Mais je me suis dit, j'ai pas le choix. Déjà, en tant que chercheur, je n'ai pas le choix. Si je veux avoir accès à la connaissance, si je veux savoir ce qui s'est passé de manière très minutieuse, je suis obligé de m'asseoir, d'avoir des cafés avec ce genre de personnes. Et en plus de ça aussi, si jamais en tant qu'être humain, en tant que défenseur des droits humains, j'ai envie de trouver des universaux dans l'empathie, créer un minimum d'empathie, donc de capacité de ressentir les émotions de l'autre pour pouvoir me mettre à sa place un minimum, savoir d'où il vient pour pouvoir s'entendre, je dois avoir affaire à ces personnes-là. On doit être dans des couloirs d'hôtel ensemble, on doit parler de musique ensemble, on doit parler du dernier disque de Tina Riwen, ce groupe Touareg qui a même eu un Grammy il y a une dizaine d'années aujourd'hui, qui eux aussi vantent les mérites de la paix. Si on n'arrive pas à se retrouver pour faire ça à notre niveau à nous, de gens privilégiés qui ont le privilège de pouvoir aller dormir en paix, de pouvoir avoir des repas ensemble, qu'est-ce qu'on peut attendre des gens sur le terrain qui ne pourront donc que se voir que comme des ennemis? Sinon, on arrive à donner cet exemple-là, à minima, puis aujourd'hui, avec la puissance quand même des modes de médiation, des médias internationaux, aussi bien je parle des journaux, je parle aussi d'Internet, je parle d'Instagram, je parle de Facebook, etc. Sinon, on arrive à faire ça et à médiatiser
ce genre d'initiative qu'on a, je pense qu'on peut vraiment toucher les cœurs des gens. Daouda peut très bien en parler aussi bien, sinon mieux que moi, à quel point les outils de technologie moderne ont un poids. Ça peut être quelque chose qui est instrumentalisé de manière négative. Daouda, comme moi, on a reçu des menaces de mort. Daouda plus, parce qu'il est quand même sur le terrain, il a eu des choses très infortunées, dont il pourra parler si jamais il en a envie. Mais lorsque on vous dit, on va vous mettre dans des fours crématoires, vous êtes des parasites, tous les gens de votre communauté, vous ne faites que être comme des cafards, vous profitez de ce que les autres produisent. Je veux dire, c'est quelque chose qui choque profondément. Donc ça, c'est le pouvoir néfaste des réseaux sociaux, mais il y a aussi un pouvoir positif. Nous, dans le cadre de ce qu'on fait en termes de combat associatif, on vient, on prêche une bonne parole. Parfois, on entre vraiment dans des débats avec les gens où on déconstruit ce qu'ils sont en train de nous dire. Au début, on se frive vraiment, mais à la fin, on arrive à s'entendre, ou en tout cas, on arrive à déclarer une certaine vérité qui ne peut être contestée par personne. On dit, on fait un débat contradictoire, vous et moi. À la fin de ce débat contradictoire, on arrive quand même à faire une certaine conclusion que les gens peuvent s'approprier et se dire, eux, ils ont réussi à discuter. Si eux, ils ont réussi à discuter, ça veut dire que d'autres devraient être capables de discuter aujourd'hui. Donc, tout simplement pour finir là-dessus et ne pas être encore plus lent, moi, je dirais qu'on a une chance fondamentale, on a une chance majeure aujourd'hui qui est que on peut avoir accès les uns aux autres, on peut avoir accès aux connaissances, on peut avoir accès au mode de résolution au mode de résolution de conflits, au mode de paix aussi qu'on peut trouver partout dans le monde. Donc, c'est vraiment une opportunité dont il faut se saisir. Et je sais qu'à Alger, les gens qu'on a fait intervenir sont des gens qui étaient vraiment dans la situation de pouvoir en jouir comme il faut, en tout cas dans les équipes de médiateurs. Et je pense que parler de médiation, parler de résolution de conflits, c'est peut-être quelque chose qui peut être intéressant pour la suite des échanges. Merci. Merci. Merci beaucoup, Dougou Kolo. C'était vraiment passionnant. Alors, pour la suite des échanges, il nous reste à peu près 25 minutes et je sais qu'il y a au moins 7 ou 8 questions. Donc, on va essayer d'être succinct pour que tout le monde puisse avoir la parole. Et puis, et du coup, je vais prendre peut-être déjà 2 questions d'un coup. Comme ça, on peut faire tourner plus facilement la parole. Léa d'abord, puis Hélène. Oui, bonjour, merci beaucoup pour vos interventions. C'était plus que passionnant. Et du coup, j'ai juste une petite remarque, entre guillemets, à faire en préambule. C'est que la situation au Sahel, qui est très intéressante, c'est que quand on regarde la situation globale, on se rend compte qu'il y a des conflits. Quand on se rapproche un petit peu, on voit des conflits entre groupes socio-professionnels, donc comme il peut y avoir entre agriculteurs, entre éleveurs, etc. Quand on se rapproche encore un petit peu, on voit des conflits entre communautés. Et on remarque bien que c'est un terreau assez fertile justement pour la montée d'extrémisme violent, pour les conflits en tout genre. Enfin, c'est un terreau fertile pour les groupes armés, pour le terrorisme. Et en fait, moi, ma question, elle se raccroche, je vais pouvoir raccrocher les wagons. C'est que de l'extérieur, on n'a pas l'impression qu'il y ait des choses en amont qui soient mises en place, entre guillemets, donc notamment par la société civile, je trouve ça fort de dire qu'elle est défaillante, mais en tout cas, il y a peut-être manque de moyens, manque d'initiatives, où le curseur peut se trouver dans cette situation, c'est-à-dire d'où provient ce manque d'action et d'implication, entre guillemets, de la société civile. Il faut dire que nous, avec la montée en puissance des conflits communautaires, puisque au Burkina, par exemple, on a enregistré un grand massacre communautaire le 1er janvier 2019. Du coup, nous, au niveau de la société civile, on s'est dit, le piège à éviter dans tout ça, c'est de ne pas en faire un conflit ou un massacre ethnique. Et qu'est-ce qu'il faut faire en termes de perspectives d'alternatives pour unir les enfants du peuple ensemble? C'est de fédérer les forces. Donc, c'est là qu'au niveau de la société civile, on a invité au moins une trentaine d'organisations à caractère droits humains, à caractère communautaire et des personnes ressources
et on a créé ce qu'on appelle le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés. Et les différents camarades et collaborateurs ont eu le plaisir de me désigner comme responsable de ce regroupement, juste pour assurer la coordination. Et depuis lors, on a posé des actes qualitatifs allant dans le sens de protéger les populations civiles, les intérêts des victimes, aider également à soigner leurs intérêts, pour les soutenir dans leurs efforts pour qu'ils restent toujours dans l'état de droit, parce que les questions de massacre et de violence poussent beaucoup les populations civiles vers les groupes armés, vers l'ennemi. Et donc, c'est pour dire que c'est une initiative de la société civile. Donc, il y a des initiatives, parce que vous allez convenir avec moi qu'il y a d'autres organisations de la société civile, droits humains au niveau national ou international, qui se sont impliqués également pour se prononcer sur la situation qui préoccupe les pays du Sahel. Et aujourd'hui, également au niveau de l'espace du Sahel aussi, et à l'international, on a lancé ce qu'on appelle la coalition citoyenne pour le Sahel. Et donc, avec l'implication des structures au niveau des différents pays et au niveau également international, avec des acteurs clés comme les personnes ressources qui sont assez éclairées sur les différentes situations, comme Niagale Bakayoko, bien sûr, et Crisis Action. Donc, et on a créé ce qu'on appelle la coalition citoyenne pour le Sahel, afin de également faire, ça veut dire que de porter la voix des populations, des préoccupations des populations civiles. Et il y a eu un rapport qui a été produit à travers cette coalition. Et ce rapport revient beaucoup sur la question de protection de la population civile, sur la question humanitaire, sur les questions de gouvernance, et en termes de recommandations très pertinentes et qu'on utilise aujourd'hui pour conduire des plaidoyers auprès des institutions afin d'inviter les décideurs à vraiment s'approprier du document, à s'approprier des recommandations pour vraiment construire la paix et également assurer la quiétude aux populations. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci. Moi, j'avais une question qui concernait du coup l'aspect multidimensionnel de la situation au Sahel. Donc, en lisant vos travaux et même là en vous entendant, on se rend compte qu'il y a il y a beaucoup d'acteurs qui sont investis là-dedans. Et justement, moi, je me demandais ce que vous pensez pour la suite du rôle de l'Union africaine. Comment elle pourrait agir et peut-être aider à régler la situation. Vous avez mentionné la CARIC, par exemple. Il y a aussi, je me demandais aussi la CEDEAO, son rôle et la position qu'elle pourrait tenir peut-être pour s'adapter mieux aux réalités locales, comme vous dites. Voilà, c'était une petite question. Un grand merci. Je ne vois pas comment on pourrait faire sans un système dans lequel l'Union africaine déjà peut s'ingérer, ça aurait été un lapsus, mais dans lequel l'Union africaine peut s'intégrer pleinement. Un système dans lequel on peut avoir des autorités morales qui sont là, on le voit par exemple dans le cas des différents coups d'État qui se passent, qu'on puisse avoir de l'influence extérieure pour dire voici ce qu'il faut au niveau droits humains, voici ce qu'il faut en tant que règle de l'engagement. Pour moi, le rôle de l'Union africaine, c'est vraiment là. C'est pas un rôle d'être là au four et au moulin, c'est vraiment un rôle de rappeler ce qui doit se rappeler, et c'est un rôle aussi de représenter les communautés civiles. On a beaucoup parlé au niveau de la CEDEAO, qui a un environnement plus restreint. On a beaucoup parlé de la CEDEAO des citoyens. Je pense qu'il faut vraiment qu'on aille aussi vers l'Union africaine des citoyens. C'est-à-dire que les gens puissent s'approprier l'Union africaine, qu'ils puissent en appeler à l'Union africaine et que l'Union africaine aussi puisse vraiment répondre à leurs doléances directement. C'est peut-être moins en lien avec les questions de résolution de conflits à un niveau macro là aussi. Mais je vais laisser la parole à Niagale qui peut mieux en parler. Merci beaucoup. Je suis pas certaine de mieux pouvoir en parler, mais en tout cas, je voudrais réagir aussi sur la question qui a été posée à propos de la société civile, qui interrogeait, pour simplifier, sur son inefficacité en réalité. Je pense qu'il ne faut pas confondre visibilité et efficacité. Le travail qui est effectué aujourd'hui sur le terrain, au péril de sa vie, comme vient de le dire Baba,
par la société civile africaine dans ses diverses et sahéliennes dans le cas présent est immense. Mais de quelle société civile parle-t-on? La société civile, ce ne sont pas que les partenaires formellement identifiés par les grands bailleurs internationaux ou par les grandes ONG internationales. Le travail que fait Daouda est absolument essentiel sur le terrain. Maintenant, est-ce qu'il peut le faire au quotidien avec une grande visibilité? Bien sûr que non, parce que c'est très compliqué. Hier, justement, dans le cadre de cette coalition citoyenne pour le Sahel dont parlait Daouda, je viens de poster le lien que je crois Sonia a relayé, qui est en effet un rapport qui a eu un grand succès, y compris auprès des gouvernements. On a eu une réunion avec quelqu'un que tu connais certainement, Daouda, qui est le prêtre Victor Ouedraogo du Centre diocésain de communication, qui a créé donc sa propre structure, qui a sa propre radio et qui essaie, y compris dans ses actions, de dialoguer et de faire sortir de la violence des acteurs ayant sombré dans l'extrémisme islamiste. Et c'est une personne comme ça risque sa vie tous les jours. Donc je ne pense pas qu'il faille être prisonnier de toute la communication qui entoure beaucoup les politiques qui sont mises en œuvre au Sahel et qui les handicapent d'ailleurs, parce qu'on est face à des initiatives déployées au niveau macro auxquelles une énorme visibilité est donnée, qui conduit à un empilement de entre guillemets initiatives, parce que notamment les acteurs politiques veulent montrer qu'ils sont en action, etc. Et c'est ce qui aboutit au monstre institutionnel dont je parlais. Je me suis rendu compte tout à l'heure que je n'avais pas cité le dernier programme auquel j'ai fait référence, mais tout simplement parce que ça m'a gênée, j'en ai oublié le nom, alors que je suis quand même censée connaître par cœur tous ces programmes. Et donc je me suis dit, il faut que tu retrouves tout ça. J'étais déconcentrée. Et en fait, je l'ai pas retrouvé. C'est le P3S, en fait. Alors en plus, c'est une espèce d'acronyme avec un 3, un P, donc c'est le partenariat pour la stabilité et la sécurité du Sahel. Et donc, et ça, c'est une initiative qui a été rajoutée, qui chaque conférence, chaque sommet qui ont lieu quand même à un intervalle de 6 mois, ajoute encore une initiative avant que les autres soient mises en place. Pour en revenir à cette question de l'Union africaine, et de la CEDEAO, je pense qu'il faut voir que aujourd'hui ces organisations elles-mêmes se trouvent en porte-à-faux à plusieurs égards. D'abord parce que je pense, enfin c'est même pas je pense, la réalité démontre que les instruments de gestion des conflits qu'elles ont mis en place dans les années 2000, enfin 90 et 2000, ne sont absolument plus adaptés au type de conflictualité auquel on a affaire. C'est patent, vous parlez de la CARIC, on n'a pas pu la mettre en place, et si on avait pensé à la CARIC, c'est parce que la force africaine en attente n'arrive pas à être mobilisée. On voit bien qu'aucun des 6 scénarios envisagés pour la mobilisation de la force africaine en attente ne correspond véritablement à la situation au Sahel aujourd'hui, et c'est la même chose pour la CEDEAO. Et d'ailleurs, lors du sommet extraordinaire qui a été tenu la semaine dernière à propos du coup d'État en Guinée et de la situation politique au Mali, la redéfinition du protocole sur la bonne gouvernance de 2001 de la CEDEAO, qui est un texte important, a été annoncé. Ça fait un moment que c'est dans les tuyaux, mais bon, ça a été annoncé. C'est à mon avis important parce que ça montre que ces instruments sont plus adaptés, des instruments de gestion des conflits de la CEDEAO notamment, qui ont été fondés pour gérer la conflictualité des années 90-2000 autour des conflits de la rivière Mano, c'est-à-dire des guerres civiles, Libéria, Sierra Leone, Côte d'Ivoire, n'ont rien à voir avec le type de conflictualité très transnationale à laquelle où des acteurs extérieurs se mêlent, à laquelle on a affaire aujourd'hui. Mais pour terminer, il y a aussi un autre problème qui se pose à ces organisations, c'est celui des positions politiques qu'elles adoptent. Et je rejoindrai Baba pour dire que la réaction que l'on a vue après le coup d'État perpétré au Tchad est extrêmement problématique et a créé un précédent extrêmement dangereux, extrêmement problématique. On critique la France. Bon, la France est un État. Un État n'a que des intérêts. Donc moi, évidemment, je ne suis pas
pas, je ne rejoins pas la position adoptée par la France qui a immédiatement validé l'installation au pouvoir en violation du cadre constitutionnel et institutionnel d'un comité militaire de transition avec à sa tête le fils du défunt président Déby Itno. Mais ce n'est pas le rôle de la France de défendre des principes. Elle peut, dans sa diplomatie, choisir de défendre des principes, mais c'est un acteur étatique qui peut avoir une réelle politique. En revanche, que des institutions multilatérales dont la vocation même est de promouvoir l'état de droit, la gouvernance démocratique, le respect de l'ordre institutionnel adoptent des positions qui témoignent d'un tel renoncement et d'une telle trahison de leurs propres principes, c'est là, à mon avis, que la situation est très grave. Et d'ailleurs, ça n'a pas tardé. Le deuxième coup d'État perpétré au Mali, le 24 mai dernier, a été intervenu 3 semaines après l'accession au pouvoir de Mahamat Idriss Déby. Et le coup d'État perpétré par Mamadi Doumbouya en Guinée intervient 3 mois plus tard. Donc évidemment, la boîte de Pandore a été ouverte. Quand des organisations sont censées défendre des principes, elles doivent considérer que ces principes sont gravés dans le marbre et qu'on ne peut pas y faire entorse. Voilà. Je laisse tout de suite la parole à Alexandre, Hugo et après Chrétienne. Merci d'adresser votre question à qui Alors, me concernant, je voudrais revenir sur le contexte stratégique et sur les futurs enjeux du turnover des acteurs étrangers sur place. Car après l'annonce du retrait des soldats tchadiens et la fin de l'opération Barkhane, Bamako envisage d'avoir recours à une société paramilitaire russe, Wagner. Pourtant, c'est une société qui a déjà été accusée d'exactions en République centrafricaine. Donc, pensez-vous que l'arrivée de sociétés privées de la Russie et de la Chine au Sahel, des acteurs dialoguant et coopérant avec des pays autoritaires ou des contingents stables, puisse avoir comme conséquence une baisse des préoccupations en matière des droits humains des locaux, ou au contraire tourner la page à une stratégie occidentale dépassée au profit de nouveaux objectifs plus compréhensifs des attentes locales. Et enfin, plus en lien avec votre intervention, Dr Dugugokolo, existe-t-il sur place une stratégie de reconversion des personnes ayant pris le chemin des armes? J'ai souvent l'impression que nous parlons des membres de groupes armés sans revenir sur les raisons de leur radicalisation et souvent considérés comme des causes perdues. Merci beaucoup. Alors, merci. Je crois qu'il y avait Hugo. Du coup, Alexandre, sur la radicalisation, a parlé de ma question qui était justement sur comment envisager la paix avec ces populations civiles qui ont été radicalisées par ces groupes extrémistes. Et du coup, ma question s'adresserait plutôt à Dr Alpha Oumar Konoré. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Et Chrétienne, pour finir. Oui, alors bonjour. Ma question, je pense pouvoir la mettre en lien avec les perspectives de pacification et je souhaite, moi, l'adresser à Monsieur Bakonaré. Alors, on sait que le facteur ethnique est instrumentalisé comme faisant partie donc, des conséquences directes des conflits dans certains pays du Sahel. Néanmoins, cette diversité n'est pas propre aux pays comme le Mali, le Burkina Faso ou encore le Niger, où on sait sont les terreaux de multiples conflits. Le Sénégal, par exemple, compte en son sein une multitude de différentes ethnies, dont des Peuls. Alors, selon vous, comment se fait-il que ces mêmes types de conflits que l'on retrouve donc, dans d'autres pays du Sahel ne sont pas transposés au Sénégal? Quel serait, selon vous, le secret ou la spécificité du Sénégal? Pour l'avoir entendu au Sénégal, par exemple, quand on la compare à ses pays voisins, on a l'impression que le Sénégal semble être un havre de paix au Sahel. Merci beaucoup. Alors, du coup, Baba, tu as plein de questions. OK. Je vais essayer de répondre. Je ne sais plus trop dans quel ordre. Peut-être la dernière question. Moi, je dirais que c'est la fragilité des États qui est différente. Je pense que le Mali aussi, on en a parlé pendant très longtemps. Tout le monde chantait le Mali éternel en disant on s'entend très bien. D'ailleurs, nous, on disait aussi ce qui se passe dans les pays
dans les pays forestiers et autres, ce qui se passe au Congo, chez nous, c'est pas possible, on n'est pas des sauvages comme ces gens, etc., etc. Bon, aujourd'hui, on a vu ce qui s'est passé dans nos pays, même si en termes de mort, on est quand même à des échelles totalement différentes. Ce qu'on oublie trop souvent, c'est qu'il y a une grande pauvreté et il y a de grandes frustrations qui ne sont pas entendues. Au Mali, c'est vrai que la situation était différente parce qu'il y a eu les précédents des communautés Touareg qui ont vécu des exactions quand même assez horribles après les indépendances, et il y a eu les rébellions Touareg aussi. Mais on a l'impression que cette question par rapport aux Peuls, c'est apparu de nulle part. Mais les communautés Peuls, c'est pas les Jeux olympiques de l'oppression, bien sûr, mais je me souviens de ce document qui a été publié par l'organisation Peul Tabital Poulako en 2013-2014, qui s'appelait, je pense, Communauté Peul et Rébellion, quelque chose comme ça. Et le document rappelait le nombre de morts dans les communautés Peul, les situations de pauvreté extrême dans lesquelles les Peuls vivaient. Et finalement, après lecture, on se disait, mais c'est pas les Touaregs qui sont les plus à plaindre. C'est les Peuls, peut-être aussi les Dogons peuvent dire pareil. On est dans des pays très pauvres, des pays où les identitarismes, on a tendance à les mettre de côté pour l'esprit de la paix, parce que les gens sont fatigués de la guerre. Tout le monde veut aller vers la paix. C'est en situation de crise et en situation de fragilité des États qu'on arrive vraiment à cette involution vers des mécanismes très primaires, très primitifs. Moi, je dirais que le Sénégal, je ne vois pas pourquoi il serait à l'abri, mais en tout cas, je trouve que le Sénégal a une solidité pour le moment que nos pays du Sahel central n'ont pas. Après, sur les questions de reconversion, ça rejoint une question qui a été posée dans le chat aussi, question longue, mais en gros, qui était sur le fait que les combattants religieux ne sont pas connus pour leur respect des cultures, destruction des nombreux monuments, ouvrages, etc. Je pense que ça dépend des personnes à qui on parle. J'ai une certaine conviction, et peut-être c'est quelque chose de pas politiquement très correct, et je ne suis pas convaincu. Je ne demande qu'à être contredit sur cette question-là. Mais pour moi, il y a djihadistes et djihadistes. Comme on dit, il y a djihadistes dans djihadistes. Je pense qu'il y a les gens qui sont de l'idéologie djihadiste pure. Il y a ces personnes-là qui vraiment sont les premiers soldats du djihad, qui représentent peut-être 5% des djihadistes, ou je ne sais quel nombre, je vais m'avancer là-dessus. Je pense qu'il y a des gens qui vont mourir dans le djihad. C'est triste, mais je pense que vraiment, il y a des gens avec qui on ne peut pas discuter. Il y a des gens avec qui il y a des points sur lesquels on ne sera jamais d'accord. Il y a des gens, on ne pourra jamais être d'accord sur la question d'un état de liberté, sur la question des droits de femmes, etc., etc. On a beau essayer d'évoluer là-dessus, peut-être qu'on n'y arrivera jamais. Mais, contrepoint, l'écrasante majorité, je pense, des personnes qu'on appelle djihadistes, ce sont des gens avec qui on peut discuter, ce sont des gens du CRUS, ce sont des gens qui jouaient à la flûte il y a encore 5 ans, ce sont des gens qui fument leurs cigarettes dans leur coin tranquillement, ce sont des gens qui eux-mêmes n'ont pas le choix aujourd'hui. Donc, ce sont des gens qui attendent que la petite étincelle qui va leur permettre de s'en sortir, qui va leur permettre de retourner au bercail. Mais pour ça, il faut qu'on leur tende la main dans un premier temps. Si on ne le fait pas, on va pas arriver à quoi que ce soit. Et donc, comme la question le demandait et se répondait un peu à elle-même aussi, ce sont des procédures de long cours. Ce sont des processus de long cours. Et je pense qu'il faut regarder ce qui se fait dans des pays. Bon, le terme de déradicalisation, moi, je suis pas très convaincu par ça du tout. Parce que, en tant que psychologue, j'ai vu tout et n'importe quoi là-dessus, notamment en France, avec des cellules de déradicalisation, avec des numéros verts, des choses comme ça. En plus, ça laissait un peu le champ libre à la délation. Il n'y a pas de formule magique comme ça pour déradicaliser les gens, mais il y a des processus sociaux, un peu comme ce qu'on a vu, sociaux et politiques, un peu comme ce qu'on a vu en Mauritanie, où on arrive vraiment à mettre les gens face à face avec les textes religieux, à avoir une vraie controverse. On n'a pas toujours cette tradition des controverses dans nos pays, mais on peut vraiment chercher ailleurs. Je sais que dans la tradition juive, par exemple, on a vraiment cette tradition de faire la controverse, de débattre d'un sujet où il peut y avoir plusieurs lectures et que ce soit fait devant l'Assemblée des croyants et finalement arriver à donner des pistes de réponse sur ça. Et c'est dans ça aussi qu'il faut qu'on accepte de redécouvrir les textes anciens qui sont là, qui sont à notre portée et qui sont des choses qui ne peuvent pas être refutées par les musulmans, d'autant plus lorsqu'ils sont appuyés par des autorités religieuses. Au Mali, on a vu le Haut Conseil islamique, par exemple, faire de la médiation, apporter des denrées alimentaires, etc. Et je pense que c'est leur rôle et leur responsabilité, mais il faut qu'eux aussi soient dans le giron républicain de l'État. Ils sont une institution à qui l'État permet d'exister, donc ils doivent aussi pouvoir s'entendre avec les autorités de l'État sur ce qui est possible et sur ce qui n'est pas possible. Niagalé, peut-être sur Wagner, la Russie.
Donc, très rapidement, juste un mot sur le Sénégal. Si je réagissais, c'est pour dire que, en tout cas, si le Sénégal est pour l'instant épargné par ces dynamiques, heureusement, il faut savoir quand même que la région de Caille connaît des troubles au Mali qui ont tendance à s'étendre vers la frontière du Sénégal. Mais il faut aussi voir que l'une des raisons de la solidité du pays tient à la fois à son histoire. La citoyenneté a été accordée par la France à ce qu'on appelle les citoyens des 4 communes extrêmement tôt pendant la colonisation. Il y a eu une tradition de socialisation politique beaucoup plus ancienne que dans les autres pays de l'Empire français. Je pense que c'est un rôle. Et d'autre part, il y a eu une professionnalisation extrêmement précoce de l'armée sénégalaise à travers son investissement intégral. Quand je dis intégral, c'est que tous ces personnels ont eu accès aux opérations extérieures, notamment aux opérations de paix des Nations Unies, qui, à l'évidence, ont constitué un facteur de stabilisation. Mais aujourd'hui, on se trouve face à un risque de déstabilisation politique du pays, avec les intentions qui sont prêtées au président de concourir pour un 3e mandat et une relation au secteur judiciaire, à la sphère judiciaire, qui sont extrêmement problématiques, comme on l'a vu à l'occasion des manifestations et de l'arrestation de Ousmane Sonko. Donc voilà, le Sénégal est beaucoup plus solide et je souhaite, parce que c'est un pays qui est modèle quand même aussi, mais comme l'a rappelé Baba, attention aux pays modèles. Pour terminer sur la Russie, c'est une question. Alors d'abord, il faut distinguer évidemment la Russie de la société Wagner. C'est extrêmement important. La difficulté est même celle de la qualification de cette société. Est-ce que c'est une société militaire privée? On ne sait pas. C'est une société qui est manifestement sans réelle existence légale. Donc se pose vraiment le problème de sa qualification, y compris au regard des conventions internationales concernant le partenariat, mais seulement d'un point de vue juridique. En revanche, les pratiques auxquelles elle a recours laissent peu de doute, en effet, sur les exactions qu'elle peut commettre. Cela dit, ce qui se passe avec le Mali est, à mon avis, extrêmement intéressant parce qu'il démontre aussi les capacités qu'un petit État sans ressources économiques, dans un état de guerre, dans un état de très grande fragilité, même si je n'aime pas ce terme, peut mobiliser comme ressources politico-diplomatiques sur la scène internationale. Il est quand même incroyable de voir les réactions à l'échelle globale qu'ont suscité les rumeurs relatives à l'arrivée de cette société Wagner. Je veux dire, la France a mobilisé son appareil diplomatique pour répondre, pour contrer l'offensive. Les ministres même sont quand même revenus sur leur déclaration extrêmement volontariste, disant on s'en va s'ils arrivent. Bon, on voit que quelque chose s'est joué. C'est ce que je trouve intéressant aujourd'hui dans la transition malienne, même si évidemment je n'adhère absolument pas à son caractère militaire, c'est qu'elle s'inscrit dans la position des autorités maliennes depuis 2 ou 3 ans, qui consiste à faire valoir leurs propres options, qu'il s'agisse des négociations qui ont commencé à être mises sur la table par des assises extrêmement larges, qui ont été reprises par le président Ibeka, puis par la transition civilo-militaire, puis aujourd'hui par les acteurs militaires. Donc, le Mali garde ses options. On voit que, pour ce qui concerne la société Wagner, il y a cette rhétorique malienne qui dit « mais nous, on est souverain, on a le droit de choisir nos propres partenaires ». Alors, certains peuvent dire, et c'est vrai aussi, que est-ce que la souveraineté, c'est faire venir des acteurs extérieurs? Ça, je n'en suis pas sûre. Mais en termes de choix des partenariats, c'est sûr qu'on est dans un espace renouvelé avec un plus grand nombre d'acteurs. Mais je rappelle quand même que la Russie n'est pas du tout un nouvel acteur au Mali. La Russie a été le premier partenaire en matière de sécurité dès l'année 1961, quand Modibo Keïta, le premier président de l'indépendance, a décidé de rompre avec la France et de conclure une alliance, notamment en matière de coopération militaire, avec l'ex-bloc soviétique et l'URSS. Donc les Russes ne sont pas des nouveaux acteurs dans ce jeu. Quant à la Chine, moi, je n'ai jamais entendu parler ni de ses ambitions
solutions en matière sécuritaire, ni de sociétés privées chinoises au Sahel. Et je pense que de toute façon, ni la Chine ni la Russie n'ont absolument l'intention de venir sur le terrain du Sahel qui est extrêmement complexe. Donc oui, je pense qu'on est davantage dans un jeu diplomatique que dans un jeu militaire à proprement parler. C'était vraiment génial. Vous avez ouvert plein de pistes. Je sais que le défi était compliqué. Ce qui me semblait d'autant plus compliqué, en fait, c'est que petit à petit, on se rend compte que le Sahel est très proche de nous, pour différentes raisons, de nous en France. Et pourtant, très peu de gens dans le débat public, dans l'opinion publique et même parmi les étudiants n'ont conscience de ce qui se passe, quels sont les acteurs, quelles sont les dynamiques et les enjeux. Donc, c'était un sacré défi de vous demander de répondre à tout ça. Alors, merci, un chaleureux merci à tous. J'ai presque envie de terminer avec 4 mots que Dukulu nous a donnés: sagesse, humilité, patience, empathie. Ça me paraît très important pour tous les acteurs dans la zone. Absolument. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver en vrai cette fois. Et un grand merci, à toi et un grand bravo, Sonia, pour avoir animé de main de maître masterclass. Voilà.